Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder ce programme. C'est Carte sur table, le débat politique sur STV. Évidemment, je suis heureux de vous retrouver dans ce cadre-là. 5 invités, c'est exceptionnel, c'est pas tous les jours. 2 thèmes, on va parler de l'Algérie. Avec ce qui se passe de ce côté, Abdelaziz Bouteflika qui renonce, ne démissionne pas, ne donne pas de date pour la nouvelle élection présidentielle. Pendant que la rue, du moins le peuple est dans la rue pour demander son départ, on va observer, analyser cette actualité, évidemment avec le prisme du Camerounais que nous sommes. Pourquoi pas faire un parallèle avec notre actualité ici. Aussi, ce sera Algérie. Bouteflika a-t-il plié? C'est l'un des thèmes. On va certainement le développer en deuxième partie. Mais avant, on va faire l'autopsie. L'autopsie de l'opération dite Épervier. Évidemment, l'actualité nous le commande avec tout ce qui se passe depuis au moins une semaine. L'interpellation, l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt de Edgar Mbungo, l'ancien ministre de la Défense et son épouse. Au-delà donc de toute appartenance politique, la lutte contre les détournements d'une part et la préservation des deniers publics d'autre part interpelle tout citoyen. Loin de toute idéologie politique, l'arrestation et la condamnation des caciques de l'appareil étatique laissent voir que le mal est évidemment profond. Néanmoins, un flou persistant sur la pertinence même de l'opération Épervier gagne les esprits au fur et à mesure que les bourreaux d'hier deviennent les victimes d'aujourd'hui. Du coup, les mêmes questions reviennent, dont une lancinante. Qui est vraiment la manette de l'opération Épervier? Une opération qui semble avoir un mode opératoire identique. Départ du gouvernement pour les anciens ministres, interdiction de sortie du territoire, blocage des comptes bancaires, convocation, garde à vue, incarcération, condamnation à des peines souvent impensables. Ce soir, nous allons donc analyser les enjeux de cette opération, ses acteurs, les victimes, on les met en parenthèse, pourquoi par exemple les fonctionnaires et pas les hommes d'affaires ou très peu. Bref, faisons donc l'autopsie de cette lutte. Les panélistes sont des visages connus et reconnus du monde médiatique. C'est monsieur qui, depuis plus d'une dizaine d'années, font la chronique de la vie publique, militants engagés pour certains. Ce soir, ils ont été choisis non pas sur la base de leurs idées politiques, mais davantage par rapport aux différents arguments qu'ils défendent, quoique membres de la même famille politique. Nous ferons donc pas un débat de programme ou de projet, mais une analyse froide de cette question-là. Autopsie de l'opération Épervier. Robert Moutambassa, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs de STV Télé. Hervé Mandelcom, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, surtout à la diaspora camerounaise. Abel Elimbilobe, bonsoir. Bonsoir et merci de m'associer à cette importante réflexion telle que vous l'avez décrite. Elle semble particulièrement ardue à faire. Mais je crois qu'on va pouvoir dire des choses qui vont éclairer nos compatriotes. Bandakani, bonsoir. Bonsoir mon cher député, je salue mes co-panélistes. Je suis honoré de partager cette table prestigieuse. J'espère être à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs répartis dans le monde. Franck Essi, bonsoir et bon retour sur la scène médiatique. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Effectivement, je crois que le sujet méritait que nous soyons là et que nous puissions avec d'autres essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, encore que peut-être pour beaucoup qui nous regardent, ils savent peut-être mieux que nous ce qui se passe en nous. Certainement peut-être les acteurs au premier chef. Derrière la transition, on fait donc l'autopsie de l'opération Épervier en premier thème de ce soir. Alors, cher monsieur, question unique à tout le monde. Première chose, quel regard chacun de vous pose sur cette opération? Quelle lecture fait-on? Je l'ai dit, les barons d'hier, les victimes d'aujourd'hui. Qui a la manette? Le mode opératoire de prime abord. Que pense Abel Elimbilobe? Premièrement, je pense qu'il ne faut pas les appeler des victimes. Ils sont victimes de quoi? Sinon de leur propre turpitude. Ils sont face à leurs responsabilités. Bourreau d'hier, peut-être, oui. Parce qu'on sait que certaines personnes, lorsqu'elles sont au gouvernement,
Du coup, elles sont gagnées par le sentiment de puissance qui fait qu'elles travaillent parfois à punir d'autres personnes. C'est un peu le cas de cet homme-là qui a été chargé de toiletter, entre guillemets, le code pénal et qui a écrit un article, le 231. Ses partisans disent que non, il ne l'a pas écrit, il était déjà là-dedans, etc. Mais il aurait pu l'enlever. Il ne l'a pas enlevé parce qu'à ce moment-là, il fallait plaire au prince. Gagner par le sentiment de puissance d'être à côté du pouvoir ou dans le pouvoir. Et qu'il fallait réprimer le SDF, l'UDC et les autres, le CPP, etc. Qui dans les années 2004 en descendant, 2008, etc. Oui, vous avez dit bourreau d'hier. Je suis sur bourreau d'hier. Donc, ils écrivent des textes comme ça. Ils sont à ce moment-là ceux qui tuent, ceux qui liquident. Puis, ce sentiment de puissance va avec le sentiment d'impunité. Parce que quand on se sent très puissant, on croit aussi qu'on n'est pas punissable. Et on fait donc un certain nombre de fautes soi-même. Le régime étant en fait un régime où il se commet beaucoup de fautes. Et comme il tarde à punir, les gens ont le sentiment d'impunité. Puis on devient donc un jour face à ses responsabilités. C'est ce qui peut être en train d'arriver à un certain nombre de personnes, parmi lesquelles M. Mebengo, qu'on cite comme une espèce de bourreau. Non, il était bourreau, pourquoi? Il était au pouvoir. Et il travaillait pour le pouvoir. Et pour travailler pour le pouvoir, parfois vous avez des gens qui liquident leurs collaborateurs, qui liquident les membres de la famille du pouvoir. Et comme tout le monde a quelque chose, une tache noire quelque part, eh bien, il peut arriver que les bourreaux d'hier deviennent pas des victimes, mais des gens qu'on met devant leurs responsabilités. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Pour terminer, je voudrais dire que l'opération Épervier, quoi qu'on dise, nous révèle deux choses. La première, que la corruption est réelle et qu'elle est très profonde, qu'elle a sérieusement gangréné la société camerounaise. Merci. Deux, l'opération Épervier, par sa durée et son caractère assez méthodique et systématique, gagne en crédibilité d'une certaine manière, quoi qu'on dise. Mbadakani, première lecture. Pas loin de celle qui vient de faire Abel, avec beaucoup de pertinence. Je dirais simplement que ça dépend de comment on lit la corruption, comment on la définit. Si on s'inscrit dans la définition, ou bien si on prend en compte la définition que je qualifierais avec beaucoup de modestie, la définition Banque mondiale, FMI, il y a une perception qu'on a et ça débouche sur une appréciation de l'action gouvernementale en la matière. Mais si on la lit avec des lunettes systémiques, on aborde la question autrement. Moi, je suis de ceux qui lisent cette affaire-là avec les lunettes systémiques. Et à partir de ce moment, je ne peux que soutenir l'opération Épervier. C'est une opération que je soutiens depuis bientôt 10 ans. Même quand j'étais dans mon ancienne formation politique, je l'ai trouvé nécessaire, vital pour notre pays. Du point de vue systémique, la corruption qui gangrène notre pays, ou bien les sommets de notre pays, est une corruption structurelle qui se confond avec l'origine de notre État. Et de ce point de vue, on ne peut pas l'analyser comme font certains, c'est-à-dire un mal peut-être qui serait né dans la marche de la société, ou bien comme une maladie qu'on aurait ramassée en marchant en route. Non, c'est-à-dire la corruption de manière systémique, structurelle, était déjà inscrite même dans la construction de notre État dès son origine. À partir de ce moment-là, on voit donc que c'est un carrefour qui permet la rencontre entre le politique, l'économique, le social, le culturel, pour faire ce qu'on appelle la corruption. Donc, le chef de l'État, qui est le garant de la continuité de l'État et de la santé morale des comportements au cœur de l'État et dans son rôle. Merci. Et il le fait bien jusqu'à présent. Et comme a dit Abel, je ne vois aucune victime parmi ceux qui sont arrêtés jusqu'à présent. Ils ne sont pas victimes, au contraire, ils sont des bourreaux du peuple camerounais. Ils sont les bourreaux
de l'État du Cameroun. Ce sont des bourreaux, ils ne sont pas victimes. Est-ce qu'ils travaillaient pour le pouvoir ou ils travaillaient pour eux-mêmes? C'est une autre question qu'on va aborder. Franck Essi, première lecture. Pour moi, opération épervier est synonyme d'échec, d'inefficacité et surtout de, si vous voulez, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle une lutte contre la corruption à tête chercheuse à géométrie variable. Quand je dis échec, si l'opération persiste depuis des décennies, parce que en fait l'opération épervier c'est la variante d'aujourd'hui d'opérations précédentes, opération antilope, etc. C'est la preuve qu'elle n'a pas de prise sur le phénomène de la corruption. Et là je suis peut-être d'accord avec l'idée que c'est peut-être quelque chose qu'on fait parce que ça nous a imposé de l'extérieur, c'est imposé par le peuple, mais en réalité ça ne procède pas d'une volonté propre de ceux qui sont au contrôle de l'appareil de pouvoir. Parce que si c'était une volonté propre, alors c'est pourquoi je dis qu'elle est aussi inefficace. Parce qu'autant de décennies, sans arriver à faire reculer le phénomène, sans arriver à ce que la culture dans l'administration publique, la culture dans les milieux d'affaires, la culture dans la société de manière générale n'est pas changée, c'est le signe que les approches, les politiques mises en place, les institutions, il y en a au moins 5 qui sont en charge de ce phénomène-là, qui sont juxtaposées, n'arrivent pas à produire les résultats. Et même les rapports des institutions comme la CONAC, qui sont les institutions gouvernementales, indiquent bien que le phénomène est persistant, il prend de l'ampleur, et indique aussi cette dimension d'inefficacité dans le sens où autant on n'arrive pas vraiment à récupérer les fonds, mais autant ça engendre des dépenses supplémentaires pour le contribuable camerounais, parce que poursuivre toutes ces personnalités-là, leur entretenir des prisons VIP, mais ça a un coût, c'est un coût énorme. Quand on sait que par exemple dans l'extrême nord, dans bien des zones de notre pays, des enfants étudient sur le sol. Donc on ne peut pas être contre la lutte contre la corruption. On ne peut pas être contre tout ce qui fait en sorte que la gestion des biens publics soit faite de façon intègre. Mais on peut s'interroger sur l'efficacité d'un ensemble de discours, de démarches qui n'arrivent pas à produire les résultats. Et si j'étais un évaluateur et que les gouvernants camerounais étaient des élèves, il me semble qu'ils ne seraient pas loin de Saint-Suzanne en matière de lutte contre la corruption au Cameroun. Donc ça c'est le premier élément. Échec, inefficacité et perte d'argent pour le contribuable camerounais. Hervé Manuel Com, première grille de lecture. Écoutez, l'opération épervier, comme on l'appelle communément au Cameroun, c'est un aspect de la politique qui a été proposé au peuple camerounais qui l'a approuvé, c'est-à-dire la protection des deniers publics et la lutte contre ce qu'on appelle globalement la corruption. Mais je voulais faire remarquer que jusque-là, et tout à l'heure, Mme Kani l'a effleuré, on n'a pas encore fait un procès au Cameroun sur la corruption. Jusque-là, nous sommes dans des procès sur le détournement des deniers publics. Donc la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics ne peuvent être vus qu'au sens des Nations Unies, de la Banque mondiale, comme un aspect de l'enrichissement sans cause de tout ce qui est illicite. Mais au fur et à mesure, vous m'avez invité ici aujourd'hui, peut-être plus comme un expert financier qu'un militant politique, on est en droit de se demander l'efficacité de cette politique. Est-ce qu'il ne faut pas la renforcer avec des institutions de prévention, de contrôle d'a priori, n'est-ce pas, de cette situation? Parce que quand on est devant des situations où quelqu'un quitte son poste 3 ans, 5 ans après, et que les histoires reviennent, il y a un problème. Et puis, on verra tout à l'heure, puisque les gens s'intéressent à un cas appliqué, c'est-à-dire l'actualité, il y a des secteurs comme par exemple la sécurité nationale. Je ne sais pas comment on va établir détournement, puisque par définition, ce sont les marchés de gré à gré, ce ne sont pas les marchés qui font appel à l'appel d'offres. Les domaines de souveraineté. Les domaines, oui, de sensibilité nationale. Ça veut donc dire que dans un secteur comme celui-là, ma proposition, ce serait par exemple qu'il y ait... Vous êtes déjà en proposition, Hervé? Bon, alors je termine sur cet aspect. Alors, je termine cet aspect en disant que ce qui me gêne aussi, c'est que le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la lapidation, ce n'est pas le temps de bashing, c'est pas le temps où on s'attaque aux personnes et tout. Il faut beaucoup de lucidité. Et ce qui se passe, c'est que avant même que quelqu'un ne soit inculpé au sens juridique du terme, il est déjà condamné.
par l'opinion, par le côté un peu théâtral et tout ça. Donc je crois que c'est une politique très importante pour la protection du trésor public et permettre la construction du bien-être social, mais il faut qu'elle s'accompagne des règles de justice et de l'efficacité par des organes de contrôle a priori, et que ça ne soit pas l'occasion pour étaler la jalousie, la haine contre les personnes et des familles. Ça, c'est très, très dangereux. Je suis très inquiet quand la justice devient populaire. Robert Moutéambassa, première grille de lecture. Oui, disons que moi, je pense qu'il ne faut pas... on ne peut pas parler de cette corruption sans... faire allusion un peu ou bien revenir un peu dans ses débuts, parce que vous savez, le Cameroun, comme tous les pays du monde, avait un niveau de corruption maîtrisé jusque dans les années peut-être 90, mais à la faveur de la dévaluation du franc CFA et de la baisse drastique des salaires de l'ordre de 70%, ça a amené les uns et les autres à essayer de voir comment boucler les fins de mois. Et ça fait que ceux qui sont dans les postes ou des positions de pouvoir ou de gestionnaires de crédit, de gestion de crédit, ont développé des attitudes aujourd'hui qui ont fait que la corruption a atteint un niveau inacceptable. Parce que même quand on parle d'émergence, la corruption aujourd'hui, les détournements de deniers publics sont un gros frein à cette émergence des années 2035 si elle n'est pas stoppée. Donc je pense que les gens ont développé ce côté des choses où il faut arrondir les angles, parce que ceux qui avaient des crédits, des engagements par-ci, par-là, n'ont pas vu les engagements rééchelonnés sur de longues périodes avec des montants plus petits. Les financiers savent de quoi je parle. Mais ce qui est sûr, c'est que les gars sont restés avec des salaires qui ont été coupés à 70%, avec la dévaluation avant, et immédiatement il fallait continuer à payer ses loyers, les écoles, les enfants, et tout ça. Donc vous comprenez que les gens ont développé cette attitude de trouver par tous les moyens la possibilité d'arrondir les angles. En faisant par tous les moyens, justement, ça a exacerbé cette corruption, ces détournements qui font qu'au jour d'aujourd'hui, on a atteint des sommets pas possibles. Ce n'est pas possible parce que vous savez, moi j'avais une position très claire là-dessus. Je me rappelle que j'ai fait une interview le 23 février 2012 dans un journal, je crois, Mutation au Messager sans publicité, où j'avais fait des propositions dans le sens d'une amnistie générale. Parce que vous savez, j'avais discuté avec un ministre du contrôle supérieur de l'État qui m'avait dit ceci, au vu des dossiers qui sont à son niveau, il n'y aura pas assez de places dans les prisons pour mettre tous les détourneurs ou les voleurs. Donc, quelque part, moi, j'ai discuté avec les uns et les autres, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire une amnistie générale, demander aux gens de rembourser ne serait que 70-80% de ce qu'ils ont pris, sortir la fonction publique, aller devenir homme d'affaires avec le reste, et ainsi de suite. Bref, il y avait des solutions comme ça, mais le chef de l'État a choisi de combattre la corruption avec toute la panoplie des instruments qu'il a mis en place. Mais moi, dans ma position militante, j'ai adhéré à cette position et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut aller à fond, il faut accélérer même et changer un tout petit peu, comment je veux dire, le timing, parce que le timing est tellement long que parfois, comme l'a dit Hervé, le camarade Hervé, vous posez un acte aujourd'hui, c'est peut-être 5 ans après ou 10 ans après, comme vient vous prendre, parfois vous êtes déjà dans la retraite tranquille là-bas, ça produit, il faut, moi je me rappelle, je vais chuter par là, je me rappelle, étant plus jeune, moi je voyais, j'ai bien vu des gens, dès qu'il y avait un soupçon de détournement, et déjà, on vous enlevait du poste que vous occupez, on vous met à côté, le temps qu'on contrôle rapidement. Et si, après le contrôle, on se rend compte que vous n'y êtes pour rien, on vous rétablit dans vos droits. Sinon, vous êtes condamné quand vous êtes coupable. Donc, je crois qu'il faut remettre en place des mécanismes simples pour aller vite et régler ce problème parce que, quelque part, c'est un problème qui est déjà très, très, très généralisé. Si la lutte contre la corruption, donc, la conséquence est un fait, il est réel, je m'appuie un peu sur l'un des éléments de la grille de lecture de Franck, il est réel qu'il y a une forme d'échec dans peut-être le système financier de gouvernance, tout ça, pour qu'on y arrive. Il est clair qu'on ne peut pas définitivement ou alors complètement être un pays où il n'y a pas de corruption, mais on est d'accord en même temps que le degré ou le niveau de corruption au Cameroun est inquiétant, dont l'opération actuelle. Si on interroge les causes aujourd'hui de ce niveau, j'ai failli dire non maîtrisable, inquiétant, de corruption,
Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, Hervé? Alors, c'est là, bon, Robert a donné une explication tout à l'heure par la baisse du pouvoir d'achat des collaborateurs de la République. Moi, je pense que c'est une explication qui ne tient pas. Chacun doit vivre avec ses revenus. Moi, mon père m'a élevé avec 40 000 francs CFA de revenus. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'université au plus haut niveau. Donc, revenons aux choses normales. L'histoire de la finance démontre que depuis Anania, et je crois qu'Abel doit avoir sa Bible, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, Anania, qui a été accusé d'avoir détourné les deniers de l'Église, a été jugé et condamné. C'est une scène très, très instructive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place les instruments de contrôle, les institutions de contrôle a priori, et qu'on ne court pas derrière le mouvement. Parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas arrêter cette histoire, parce qu'on arrive toujours après. Et plus ça va, plus les montants deviennent pharaoniques, et c'est ça qui inquiète. Alors, en le disant, du coup, vous faites observer que ces instruments manquent. Ça manque dans certains cas. Par exemple, je vous ai donné le cas. Prenons un cas, parce qu'on ne va pas, moi, en tout cas en ce qui me concerne, et vous nous avez dit qu'on n'était pas là pour le militantisme, je ne commande pas les affaires en cours. Absolument, c'est mais je prends l'actualité. Dans une institution militaire, domaine que je connais, le ministre, ce n'est pas l'ordonnateur des dépenses, ce n'est pas lui qui fait les choix pour l'équipement, l'armement. Il y a toujours une délégation générale aux armements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on mettait en place les instruments de contrôle, n'est-ce pas, a priori et a posteriori, on va améliorer la surveillance du management des comptes. C'est-à-dire que, par exemple, un État ne peut pas acheter son équipement militaire chez un détaillant. Par exemple, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la prévention des conflits d'intérêts, Bandakani. C'est-à-dire que il y a des catégories de gens qui ne doivent pas participer au marché d'une administration pour des raisons qui peuvent être détaillées. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui doivent accompagner, parce que lorsque le président a proposé la lutte contre l'opération que vous avez appelée, vous les journalistes, opération Épervier, il faut qu'on accompagne cela des instruments de lutte contre la corruption. La CONAC vient faire son travail a posteriori, elle est parfois même en retard, et je ne suis pas sûr qu'elle ait toutes les compétences pour évaluer. Quand vous allez, par exemple, si on veut dire on a acheté un avion militaire à 100 millions, ce n'est pas un inspecteur de la CONAC qui va venir contester, il faut des spécialistes pour vous dire qu'à objectif égal, on pouvait trouver ça. Donc, aujourd'hui, pour que cette lutte contre la corruption devienne plus efficace, il faut mettre en place des institutions de contrôle, des contrôles au sein des administrations, les contrôles à l'extérieur et une mercuriale visible. La France, par exemple, a une agence des achats publics. Le Cameroun ne l'a pas. Il y a, par exemple, une agence de participation. C'est-à-dire qu'il y a un service qui s'occupe des participations de l'État dans le secteur public, parapublic et partout, et qui gère pour s'assurer que l'argent qui a été investi a un retour des dividendes. Alors, je pense que nous devons donc aller vers cette modernisation et faire en sorte qu'on ne vienne pas dire « moi, je vole l'argent parce que je ne suis pas bien payé ». Manakani sur les causes. Bon, en passant, il faut dire que les aspects qu'évoque Emmanuel sont clairs. Même à la matière, je crois que ailleurs où ces instruments sont mis en place, n'empêche pas qu'il y ait de la corruption. Absolument. Y compris au plus haut niveau. Ça permet de convoquer ici les aspects liés aux incitations que même les vendeurs mettent en place pour conquérir les marchés. Et le rapport de cette incitation avec justement les structures administratives que nous avons en place. Plus elles sont faiblement organisées, plus la puissance des incitations va peser sur la capacité du gestionnaire, du décideur à se laisser emporter ou pas. Donc ça c'est un aspect extérieur. Et cet aspect extérieur est majeur dans les phénomènes de corruption, si on peut appeler ça comme ça, et va tenir à distinguer en parlant de détournement de fonds publics, malentendement populaire, pas de corruption. Donc, les causes sont claires. Je pense qu'on peut convoquer, je vais laisser les causes historiques, que tout le monde connaît. Il y a des causes qui sont même liées à un moment donné à des situations que nous avons eu à vivre et qui ont créé un grand boulevard.
dès l'ajustement structurel, les mesures qui nous ont été imposées ont créé un contexte géopolitique et géoéconomique interne qui a favorisé cette affaire. Parce qu'à partir du moment où les ministres deviennent des hommes d'affaires et que c'est légal, vous attendez à quoi? Il y a eu là un dérapage grave, très grave. Et je crois qu'il y a eu une faiblesse au sommet de l'État qu'on peut comprendre parce que les pressions extérieures s'abattant sur le pays et le fait qu'en même temps le chef de l'État doit contrôler ses collaborateurs, qui en même temps sont encouragés par l'extérieur à avoir des ambitions politiques, parce que quand on dit de démocratiser, certains l'entendent d'une certaine façon, et ils sont encouragés par des groupes et des lobbies, et parce qu'on veut mettre la pression sur le chef d'État pour des raisons que nous connaissons, ça crée un boulevard. Et on a vu qu'à partir de ce moment-là, les années d'ajustement structurel, à partir du moment où les ministres deviennent des hommes d'affaires, mais c'est très grave. Ils vont commencer à chercher des marchés, ils vont créer des conditions pour avoir des marchés. Vous dites que le système est conçu de telle sorte que... Il y a d'abord ça. Absolument. C'est-à-dire que je dis, parce qu'avant, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au temps du parti unique, rien que la peur qu'inspirait le chef. Et la peur, là, elle était une volonté politique aussi, il faut le reconnaître. Il y a eu un contexte politique, politique particulièrement. Donc cette peur faisait que, bon, on faisait attention. Mais à partir du moment où la démocratisation, entre guillemets, s'est confondue avec la mise justement de nos économies, ça a créé un contexte où, je le dis, là, l'État a mal réagi de mon point de vue en donnant les droits aux ministres de devenir des hommes d'affaires. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez des ministres qui sont dans la conquête des marchés. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires, oui. Même des ministres. Les fonctionnaires sont plus risqués que les ministres au Cameroun. Bon, moi je connais, je parle de ce que je connais. Les fonctionnaires, c'est des ministres, parce que je vois des ministres se lancer, aller faire la concurrence à des entreprises privées pour gagner les marchés. On voit des gens mettre sur pied des stratégies parce que c'est permis, il y a un boulevard pour gagner des commissions en milliards. Donc tout ça crée un environnement où la course en enrichissement va devenir la règle au sommet de l'État. Parce qu'en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens veulent devenir président. Ils sont encouragés à ça. Et pour être président, il faut être très riche, semble-t-il. Il faut être très riche. Et comme chacun veut être très riche pour être président, ça crée un engrenage où on arrive à une situation où l'enflux de ce qu'on appelle corruption Robert Moutet est effrayante. Sur les causes. Les causes, j'ai annoncé tout à l'heure, un peu dans mon historique, les causes, mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde comment les choses ont évolué ces derniers temps, les Camerounais, surtout les hauts fonctionnaires, en tête desquels les ministres, il a dit Banda, sont dans la course vers la succession. Ça a exacerbé le détournement. Et le président Biya est un être humain, un jour il va nous quitter, et les gens qui travaillent avec lui ou sont proches de lui sont dans des positions de pouvoir, se préparent. Chacun se prépare. Et comme l'a dit Banda Kani, il faut avoir de l'argent. Parce que même dans notre propre parti, si jamais ça doit se faire à l'intérieur, il faudrait bien que ceux qui vont faire campagne à l'intérieur du parti soient bien. Si vous n'êtes pas bien, ça sera difficile. Donc je crois que beaucoup de subterfuges sont mis en place par les uns et les autres pour avoir beaucoup d'argent à côté. Et beaucoup d'argent parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est facile, vous avez n'importe quel Camerounais va vous dire, l'unité de base de détournement, c'est le milliard. Parce que maintenant on parle en termes de milliards. Millions, on ne veut plus rien dire. Millions, c'est pour les petits, les vendeurs de billets. Aujourd'hui, c'est le milliard. Et des milliards, et des milliards, et des milliards. Moi, je suis d'accord avec Hervé et l'autre qui disent, on a ouvert la porte un tout petit peu pour que les hauts responsables de l'administration fassent dans les affaires. Et je me souviens quelque chose, je m'inscris en faux par rapport à ce que Hervé a dit tout à l'heure concernant les ministres qui ne devraient pas aller négocier les affaires. Moi, j'ai vécu une histoire réelle où je suis parti pour le compte de mon entreprise faire des négociations et d'achat d'équipements en Espagne. Et tous ces sous-traitants prévoient des commissions, des rétrocommissions systématiquement. Même si vous n'avez pas en idée
eux, ils vous le proposent. Moi, j'arrive, je discute, c'était pour acheter des bateaux. Et ils me proposent un pourcentage. Je lui dis non. Je préfère qu'ils baissent le prix, que l'entreprise paye beaucoup moins cher que ça. Bon, il accepte. Mais après, il était un peu gêné parce que il me dit, il y a 2 semaines, il y a un de vos ministres qui était assis là où vous êtes là, hein, il a pris. Pourquoi vous refusez? Pour dire que ce n'est pas normal que c'est un ministre qui a négocié. Il y a des gens qui sont formés pour ça et qui savent le faire. Donc, quelque part, tant qu'on ne coupe pas ce cordon, tant qu'on ne revient pas à l'orthodoxie normale, on va peut-être faire des propositions tout à l'heure, il faut que l'État soit au service des populations. Tous ceux qui sont nommés ne doivent pas être des gens riches. Le président Gbagbo dit quelque part, quand vous êtes ministre ou président, ce n'est pas pour être riche. Non. Si vous devenez riche, c'est qu'il y a un problème, et un gros problème. Moi, j'ai fouillé un tout petit peu. J'ai rencontré un ancien ministre des Finances à qui j'ai demandé, mais les ministres au Cameroun gagnent combien? Parce que tels qu'ils sont, ils ont la boulimie à aller puiser dans les caisses de l'État, il y a un problème. Alors, il m'a dit, tu sais, les ministres n'ont pas de gros salaires au Cameroun. Lui-même, il gagnait 720 000. Il n'a pas dit la vérité. Attends, j'ai pas fini. Il n'a pas dit la vérité. J'ai pas fini. Il m'a dit, le ministre, ça va entre 500 000 et 1,5 million. Ça, c'est le salaire. Maintenant, ils ont des dotations. Mais j'ai pas fini, j'en viens. C'est dans le conseil. Voilà. Attendez, il y a les dotations qui sont annuelles, qui varient de 40 millions peut-être à 100 millions. Et on vous paye par trimestre. Et puis maintenant, quand on a besoin de vous donner un peu plus, on peut vous donner 1, 2, 3, 4 conseils d'administration. Vous comprenez? Mais quand vous prenez tout ça mis ensemble, et avec une moyenne, les ministres sont autour de 5 millions, 6 millions, 7 millions. Ah non, plus. Non, je ne parle pas les plus élevés sont à beaucoup plus, mais les plus faibles sont dans ces zones. Moi, je travaille avec les chiffres des faibles. Parce que c'est les faibles. Non, disons que, je dis officiellement, ce qu'on ne voit pas, ce genre de détournement, ce qu'on ne voit pas. Non, vous prenez le ministre des Finances, qui est administrateur de la Banque centrale, demandez combien touchent les administrateurs de la Banque centrale. Ils partagent une partie des résultats des trésoriers payeurs généraux. Tout à fait, entièrement d'accord. Je ne dis pas là que quoi. Ma conclusion, c'était quoi? C'était que les ministres ne sont pas si pauvres que ça chez nous. Absolument. Ils ont de quoi vivre décemment. Ils n'ont pas besoin de voler, en fait. Alors si un ministre, au-delà de ces avantages que l'État lui donne, se permet d'aller commencer à faire les marchés, aller négocier, prendre des retours-commissions, faire des marchés, mettre des gens pour des paiements non par-ci par-là, je crois qu'il ne joue plus son rôle de serviteur de l'État. Parce qu'il devient comme un homme d'affaires dans ce cas. Il vaut mieux aller dans le privé, devenir homme d'affaires. Sur les causes. Je suis très mal à l'aise parce que le discours que j'entends, que ce soit Hervé comme que ce soit Mouté, c'est des discours qui reconnaissent aujourd'hui en fait que ce pays est très mal gouverné. Mais il y a très longtemps que... C'est pas aujourd'hui. Non, il ne faut pas créer n'importe quoi. Il y a très longtemps que nous avons dit que ce pays est très mal gouverné et vous étiez de ceux qui expliquaient qu'il était bien gouverné. Le président est déjà très âgé. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 1, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Ça me fait donc, je suis mal à l'aise de critiquer un homme d'âge mûr. Parce que mon souci aujourd'hui, c'est que le président termine sa carrière dans des conditions relativement apaisées. Et les acerbations des critiques à son endroit ne le préparent pas à une sortie dans le style que j'aurais voulu. Mais je veux dire qu'il est très mauvais d'expliquer la corruption par des choses que j'ai entendues. Dire que le traitement salarial, les salaires ont baissé. La corruption, c'est l'immoralité. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, c'est pas toi. Ah, d'accord. Lui. Et c'est une mauvaise apologie. La corruption, c'est l'immoralité. Et l'immoralité ne s'explique pas par les conditions pécuniaires. L'immoralité s'explique par le déclin de l'état d'esprit. C'est un problème d'état d'esprit. La preuve, tous ceux qu'on a arrêtés jusqu'à maintenant, ils ne sont pas pauvres. Ils n'ont jamais occupé des fonctions indigentes, mal rémunérées.
À qui vous allez expliquer que les ministres volent parce qu'ils sont mal payés? Ils ne sont pas mal payés. Ce n'est pas la peine de nous dire même leur salaire. À qui vous allez expliquer que les hauts fonctionnaires de l'armée, les hauts fonctionnaires de la police, etc., et puis dans d'autres secteurs d'activité, dans des grandes entreprises, que ces gens, les Siam, qui étaient au port, ils étaient mal payés. Le directeur général du port est mal payé. Les présidents des conseils d'administration qu'on retrouve en prison impliqués dans des actes de détournement, ils sont mal payés avec tous les conseils d'administration auxquels ils participent. Ce n'est pas une question de salaire. C'est un problème d'état d'esprit. Un sentiment qu'on appartient à une sphère de la société où on est intouchable. Justement, pourquoi on a eu le sentiment qu'on est intouchable? Et là, ça nous amène à critiquer la façon dont le pays a été gouverné. Ce que je ne veux plus faire. Parce que le président est un homme fort âgé. Mon souci aujourd'hui, c'est qu'il n'entende plus tous les jours. On tire sur lui. J'ai le souci de le voir. Autant faire ce peut. Faire ce qu'il peut faire encore de bien, notamment dans le domaine politique. C'est pour ça que j'ai dit que la persistance de l'opération Épervier, à qui est la tête chercheuse, bien sûr. Parce que si le président ne voulait pas que l'opération soit à tête chercheuse, il laisserait simplement que les institutions mises en place pour la traquer, en commençant par le contrôle supérieur de l'État, puissent traduire directement les gens devant les tribunaux. Or, il y a des tas de dossiers, on trie quelques-uns, on envoie devant les tribunaux, et d'autres restent en stand-by. C'est cette façon de faire en sorte que tout ce que les autres ont dit gagne en pertinence, dans la mesure où, bon, parce que au moment où la faute est commise, on ne sanctionne pas à ce moment, parce que c'est le chef de l'État qui juge de l'opportunité des poursuites, etc., etc. Ça fait en sorte que, bon, les gens, plus on est proche du chef de l'État, plus on croit qu'il ne va pas juger nécessaire de vous poursuivre, plus vous allez être prédisposé à faire toutes sortes de malversations financières, jusqu'au jour où il se sent obligé en quelque sorte, soit parce que vous défrayez tellement la chronique qu'on finit par voir. Mais si le chef de l'État prenait des dispositions pour que l'article 66 de la Constitution, on parle des mécanismes, voilà, soit appliqué, vous verrez que le déclenchement des mécanismes de veille allait se faire de façon systématique. Après, on va interroger les mécanismes, même les institutions qui sont là pour lutter contre. Toujours avec les causes. Franck Essi. Bon, j'apparais en apparence comme peut-être le plus jeune de ceux qui parlent ici. Oh, toi et ta jeunesse. Mais je crois que je vais convoquer des arguments. C'est vrai, tu es le plus jeune. Qui font que, bon, peut-être j'aurais dû avoir la barbe blanche. Non, parce que je commence déjà par dire qu'il faut distinguer peut-être la grande corruption de la petite corruption. Parce qu'en convoquant les ajustements structurels, si vous voulez, l'austérité par laquelle nous sommes passés avec la diminution drastique du pouvoir d'achat, même si ça a affecté tout le monde, ça a surtout affecté les petits fonctionnaires. Voilà. Et on voit bien que ceux qui sont aujourd'hui les premières victimes de l'opération Épervier, c'est les milliardaires. C'est eux qui ont transformé le détournement de l'unité du million à l'unité du milliard. Donc ça ne peut pas, en ce qui les concerne, un problème de perte de pouvoir d'achat ou de revenus. Et je rappelle aussi que votre champion, celui que certains veulent ménager et que je ne ménagerai pas, en 82, en arrivant au pouvoir, a lancé un mot d'ordre. Je crois que c'est rigueur, moralisation des comportements. Laissant entendre ou supposer que, de sa position de haut cadre du système, 7 ans Premier ministre, qui a travaillé à la présidence, il observait déjà depuis des années cette dérive. Et cette dérive économiquement s'illustre aussi par plein d'éléphants blancs qui n'étaient pas simplement des mauvais montages, des projets industriels mal pensés, mais aussi des pillages. La différence, c'est que dans cette période de froid sur le plan politique, c'est-à-dire où il n'y avait pas de liberté, etc., c'est un peu ce qu'on observait en Russie. C'est pourquoi je convoquais la vieillesse. En Russie,
En même temps qu'on nous donnait des grands discours à l'époque soviétique à la population sur serrez-vous, le capitalisme n'est pas bon, il ne faut pas s'enrichir, c'est la fraternité qui compte. Il y avait une classe dirigeante qu'on appelait la nomenclature, hein, voilà, qui détournait de l'argent et qui s'offrait les mêmes plaisirs que les capitalistes qu'ils pourfendaient dans les discours publics. Donc il se trouve que même sur Ahidjo, il y avait déjà certainement un phénomène de corruption et de détournement des deniers publics profond. D'où la raison du slogan de M. Paul Biya. Maintenant, je reviens rapidement pour dire que pour moi, partant de ces considérations historiques, je crois qu'on saurait analyser le phénomène des détournements et de la corruption dans la sphère publique, indépendamment de l'analyse à la fois du système politique que nous avons et du leadership politique. Pour vous, c'est lié. Parce que je convoque ici encore, là, je m'incline devant la sagesse africaine, ancestrale. Il a écrit « Allons piller les caisses ». Je distingue entre le discours et les actes. Voilà. Je crois que, par exemple, ce qu'on observe aujourd'hui à l'Église catholique, ce qui n'est pas nouveau en termes de phénomène de pédophilie auquel se livrent les prêtres, est tout à fait contraire à ce que la Bible enseigne. Donc, je me fie pas au discours des acteurs. Et j'appartiens à une école qui dit « Regarde ce que les gens font. Ce qu'ils font parle plus haut que ce qu'ils disent. » Voilà. Et là, quand je reviens donc au système camerounais, moi je pense fondamentalement que cette corruption est consubstantielle à la gouvernance politique. Gouvernance politique entendue ici, non pas comme la façon dont on conçoit les politiques publiques en vue de satisfaire les besoins des populations. Non, gouvernance politique comme ensemble des mécanismes qu'on met en branle pour conserver et accroître sa sphère d'influence politique. Ça se traduit par quoi, par exemple? C'est laisser des gens, parfois parce qu'on a mis des mécanismes de contrôle faibles, on ne les a même pas mis en place, voler et ensuite les tenir. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on observe, puisque cette fameuse justice à tête chercheuse, là, n'a son explication que dans cette hypothèse. C'est que une partie de ceux qui aujourd'hui se retrouvent en prison sont soit des personnes qui ont commencé à manifester des ambitions, une volonté de s'émanciper. Mais bon, ça ne les excuse pas. Mais ça explique que ce soit eux et pas les autres qui, justement, sont aussi coupables des mêmes actes. La preuve, c'est que M. Mebengo, qui est aujourd'hui en tôle, c'est lui qui a conduit l'embastillement de plusieurs personnes. Donc, au moment où il le faisait, quand on regarde ce qui est aujourd'hui mis sur le dossier, c'est vrai qu'on n'est pas encore condamné, on peut laisser penser que celui qui poursuivait, et je crois même qu'il y avait un célèbre magistrat, M. Pascal, quelque chose là, lui-même qui s'est retrouvé dans ces affaires. Donc c'est juste pour dire que c'est co-substantiel, première chose. Et on nous enseigne ça dans la sagesse africaine. Le poisson pourrit par la tête. On ne peut pas, si vous voulez, aller à gauche et dire aux gens d'aller à droite. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Deuxième chose, c'est au niveau institutionnel, rapidement. Je crois que ce fameux déséquilibre des pouvoirs que nous dénonçons tant, en termes de le fait que l'exécutif domine le judiciaire et a neutralisé, à anesthésier le législatif, fait beaucoup de mal à notre pays. Parce que ça fait en sorte que aujourd'hui, des dispositions pertinentes de notre constitution ne sont toujours pas appliquées parce que ça obéit au temps du président. Je parle par exemple de l'article 66, je parle de la commission. On parle des mécanismes. Oui, non, j'explique que c'est toujours ça, le fait que institutionnellement, le président, il met en œuvre des institutions, il les met à un rythme qui correspond à ses intérêts politiques partisans et pas au rythme, aux exigences du peuple, aux exigences de la gouvernance publique. Ça aussi, c'est une cause qu'on ne peut pas évacuer. J'évolue rapidement en disant que quand je regarde dans son dispositif, je cite par exemple les institutions en charge de ce phénomène de détournement de lutte contre la corruption. Il y a la Commission nationale anticorruption. Il y a l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Il y a le contrôle supérieur de l'État. Il y a la Cour des comptes, tribunal criminel spécial. Qu'est-ce que vous constatez? Tous agissent en aval, ils n'agissent pas en amont. Vous parlez tout à l'heure de l'insuffisance du contrôle a priori, en amont. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que c'est des institutions qui sont là pour gérer les dénonciations, pour gérer les actes commis après coup. Et qui sont même inefficaces parce que, vous voyez, les gens qu'on arrête, c'est toujours 5 ans, je ne sais pas, 4 ans, 10 ans après qu'ils aient commis les actes. Donc c'est un problème. Donc on peut être pour le président ou contre le président, mais là, objectivement, l'ensemble du dispositif est un dispositif qui agit. On va interroger le dispositif. Voilà. Et je terminerai en disant que... Réagir. Oui, à terminer. Oui. Je pense aussi qu'au regard de tout ce qui apparaît comme récurrence, si aujourd'hui il n'y a pas d'innovation majeure dans l'approche, parce qu'on dit aussi que la folie, ça consiste à faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents, mais
comment vous pouvez m'empêcher de conclure que ça sert celui qui est au pouvoir? Bandakani. Il est facile de critiquer quand on n'a pas la réalité de l'État en main. C'est très facile, c'est pas pour mépriser le travail critique pertinent que fait mon ami Franck ici, mais on ne peut pas contester le caractère facile d'une entreprise critique quand on méprise la réalité de l'État. Quand on convoque la dimension systémique politique comme il a fait, mais il faut être honnête de le situer dans ce qu'il est réellement. C'est un système qui nage d'un environnement international qu'il a produit et qu'il encadre tous les jours et qui conditionne puissamment les mécanismes de reproduction du système politique dont vous parlez. Donc si tu fais le procès du régime, fais le procès de tout le système international. Lorsqu'on voit l'histoire du régime, passé même jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous n'avez aucun moyen de contrôler votre économie, je ne parle même pas de la monnaie, j'ai dit, ce que vous vendez, vous ne fixez pas les prix, vous ne pouvez pas les fixer. Et à tout moment, les conjonctures vous sont imposées par des mécanismes supra-internationaux qui vous dépassent et qui sont organisés. On sait comment on le fait. On sait aujourd'hui que les crises sont provoquées. Il y a un économiste sur le plateau, on provoque les crises, on les organise pour des besoins géopolitiques. Donc, lorsque... Les crises économiques ou sécuritaires. Laissez-le poursuivre. Les deux liés. Dans ce qui est pertinent, regardez le Venezuela. Allez-y. Les deux sont liés. Banda, allez-y. Parce que moi, je vais en mettre une. Allez-y. Je parle de crise économique. Et comme il a dit, elles sont même liées. C'est-à-dire que si tu fais semblant de ne pas voir. C'est-à-dire que... Chacun voit ses devoirs. Donc, si on veut parler du système tel qu'il est, il faut qu'on parle dans sa réalité. Donc, ces facteurs-là doivent être intégrés quand on analyse la corruption dans notre pays. Parlant de ces facteurs, je vous redonne la parole. Ouais. Je veux dire que le Cameroun n'est pas le seul face à ces facteurs. Et quand on regarde quand même le niveau, le degré, l'avancement de la corruption chez nous, c'est peut-être pas la même chose au Ghana. Je ne sais pas de quoi je parle Attention, du Ghana. Mais je veux dire que comparaison certes n'est pas raison, mais il y a quand même des éléments qu'on peut mettre en parallèle. Je vous laisse poursuivre. Non, je ne prendrai pas. Vous avez bien fait le dire, comparaison n'est pas raison. Voilà. Parce que les moyens par lesquels on arrive à ça au Ghana, vous n'êtes pas prêt à l'accepter ici. Parce que vous dites que vous prétendez être essayons déjà. Non, vous n'êtes pas prêt à l'aise. C'est parce que le président qui connaît bien la société. Tu veux confuser. Justement, il refuse de ce moyen-là. Je voudrais dire que la manière de diligenter l'opération, pour parler de ça, les mécanismes qui sont mis en place me semblent pertinents. Pourquoi? Si on prend en compte le fait qu'au-delà du caractère formel de l'État, cette réalité nous apprend qu'il y a des mécanismes informels de cooptation qui n'ont pas commencé aujourd'hui, que les mécanismes informels de cooptation déterminent le fonctionnement de l'État. Je ne veux pas qualifier leur réalité sur le plan subjectif, mais les faits sont là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez par exemple, quand un chef d'entreprise multinationale vient au Cameroun, il n'est pas reçu n'importe comment. Et quand vous regardez son fonctionnement, les contrats, les manières de les signer, vous voyez bien qu'il y a beaucoup qui échappent, n'est-ce pas, à ce qu'on pourrait appeler une traçabilité de l'information qui soit accessible à tout le monde. Tous ces mécanismes-là jouent et ne sont pas seulement limités au Cameroun. Ils ont des liens à l'étranger, des liens bien structurés. Ça peut expliquer donc le fait que le président qui est au centre de l'appareil d'État et qui est au carrefour de l'international et du national, prennent en compte tous ces paramètres pour maîtriser l'opération. Pour les maîtriser. Nous savons, lorsque les gens sont condamnés, quand ils viennent au Cameroun, ils travaillent, ils sont camerounais. Dès qu'on les condamne, ils deviennent français, par exemple. C'est un indicateur clair des contraintes qui pèsent sur l'opération et qu'il faut maîtriser pour maintenir l'État debout en même temps qu'on sanction. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'opération privée, c'est un échec. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est à telle chercheuse. J'ai bien compris le sens qu'a donné à ça Abel. J'ai bien compris le sens à ça. Mais moi, de mon point de vue, c'est une réussite de mon point de vue. Et je vais dire pourquoi. L'opération privée n'a pas pour but d'éradiquer la corruption. C'est de lutter contre la corruption. J'ai lu. C'est ça le point. Lutter. Je ne lui prête pas les objectifs qui n'étaient pas donnés. Je vous laisse libre à vous de lui donner les objectifs que vous voulez ajouter. Ce n'est pas vous qui le pilotez. Je dis que tel qu'il est là aujourd'hui devant nous, elle a pour but de lutter contre la corruption. Et elle lutte contre la corruption. J'avoue que vous l'entendre dire m'a fait encore plus mal. Hein. Pourquoi?
Parce que je crois que l'ambition, c'était, à défaut d'éradiquer, réduire au moins. Non, Non, vous faites, laissons l'émotion. Laissons l'émotion, je vous dis, prenez les tests, allez voir ces objectifs, allez voir. C'est la lutte contre la corruption. Donc, on est en train de lutter contre la corruption. Ce n'est pas l'opération, si on avait dit qu'on veut éradiquer la corruption, j'aurais été premier à dire que ce mécanisme ne s'y est pas. Merci. Mais là, on est en train de lutter. En termes de lutte, puis on interroge je suis heureux de voir que, n'est-ce pas, les hauts fonctionnaires qui baignent dans la corruption et qui s'en servent pour bloquer le fonctionnement de l'État sont neutralisés. Moi, ça me réjouit parce que ça fait du Cameroun le champion dans le monde, parce que c'est le rare pays au monde où on voit un chef d'État traqué avec autant de vigueur ses plus hauts collaborateurs. Hervé. Alors, j'ai entendu, vous nous avez suggéré qu'on ne fasse pas dans le militantisme. Bon, mais Franck veut absolument nous ramener sur ce terrain, mais je ne vais pas aller là. D'abord, je voulais affirmer une chose. L'opération Épervier n'est pas un instrument d'épuration politique. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas un instrument d'épuration politique. Les gens qui ont été pris dedans, il n'y a pas un seul, donc la justice dans sa sérénité n'a pas apporté la preuve qu'il était impliqué pour un fait bien précis. Et Abel l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les agneaux qui sont pris dans l'opération Épervier. Ce n'est pas un instrument d'épuration politique. Deuxième chose, tout à l'heure, Bandakani l'expliquait très bien, je crois que le Cameroun souffre d'une chose, malgré le fait que nous ayons le paysage audiovisuel de l'information, la médiasphère la plus développée d'Afrique, mais nous ne sommes pas curieux pour savoir ce qui se passe à côté, chez les autres. Quand j'entends, on dit par exemple qu'au Ghana, ce sont des agneaux, mais je ris, moi, en tant qu'ancien banquier. Personne l'a dit. Non, je ris parce qu'il y a pire que ce que nous entendons. Et Bandakani vient de faire une démonstration très intéressante. On parle de la corruption parce que justement, il y a une lutte engagée contre la corruption. Et parce qu'il y a des succès. Maintenant, ces succès ne veulent pas dire que c'est d'une extrême efficacité. Quand on arrivera à des propositions, c'est-à-dire qu'on lutte contre la corruption, mais on court derrière les corrompus et les détourneurs. Nous voulons inverser le mouvement en faisant en sorte qu'il y ait des institutions de prévention qui fassent en sorte que des lieux de détection, d'observation, de lutte, de combat contre les conflits d'intérêts soient plus vivants et au quotidien en temps réel. Donc moi je suis d'accord avec Bandakani pour dire que le Cameroun est le seul pays qui a le courage de faire cette politique, même si parfois elle est utilisée en termes de propagande contre nous, mais il faut avoir du courage. Ailleurs, on fait pire. Moi, je ne vais pas citer les autres pays parce que STV est très suivi chez nos voisins et je ne peux pas m'amuser. Mais aller en Côte d'Ivoire, vous verrez que les gens jusqu'au plus haut niveau de l'État, ce sont leurs fils, leurs femmes qui sont impliqués dans les attributions des concessions et tout. Et on ne les met presque pas en prison. C'est à la faveur d'un meeting politique qu'on se rend compte que derrière ça, les gens emmagasinent les richesses. Je chute pour dire une chose que j'ai entendue tout à l'heure qui est très importante. Il faut qu'on dise au public qui nous suit que l'État au Cameroun est le premier agent économique. Donc c'est un distributeur de privilèges. Par définition. Ce qui ne devrait pas être fait. Et ça fait donc qu'il attire des abeilles, et des abeilles parfois qui ont de mauvaises piqûres. Il faut donc protéger l'État et donc sa fortune, parce que c'est l'État qui est le premier agent économique, parce que l'État a des activités, et il faut donc mettre tous les mécanismes de surveillance, de contrôle, qui passent même par la simple efficacité. Mon cher Franck, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons ce que nos voisins n'ont même pas encore commencé à faire. Elimbi rebondit en dernier, et puis avec Robert Moutet, on va... C'est-à-dire que c'est un débat qui, à la fin, est un peu insipide. Il est un peu insipide parce que ceux qui reconnaissent aujourd'hui que la corruption existe, elle est le reflet d'une mauvaise façon de gouverner, c'est eux qui expliquaient hier qu'on est bien gouverné. Je continue à dire qu'on est mieux gouverné que chez les Peu importe, je ne suis pas en train de juger la corruption du Cameroun par rapport à celle du Ghana. Donc ce n'est pas le débat que le Ghana soit bien gouverné, tant mieux. Mais ici, ceux qui sont au pouvoir et qui reconnaissent aujourd'hui que cette gangrène a pris ses proportions parce
que la gouvernance était mauvaise. Tout ce que vous êtes en train d'expliquer en termes très techniques et subtils, c'est pour caresser les dirigeants en faisant comme s'il y a une faute globale. Non, la mauvaise gouvernance, elle a un seul responsable. C'est qui? C'est celui qu'on a élu pour gouverner. Oui, c'est ça. Le Cameroun est derrière. Pardon. Le président est derrière 25 millions de Camerounais. Mais s'il ne peut pas l'être, c'est qu'il n'est pas à sa place. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je m'inspire de ce texte qui dit de ne pas critiquer sévèrement un homme mûr. Et je suis mal à l'aise. Parce que si on veut vraiment aller dans le sens de vos interventions, je vais me mettre à critiquer sévèrement le président. Oh, je ne veux, c'est pas pour toi. Si c'était toi, je t'aurais critiqué sévèrement. Je vous dis simplement que le meilleur culpa que vous faites maintenant, mais il y a 20 ans, vous avez refusé de faire ce meilleur culpa. Alors que le phénomène était là, il n'a pas changé. Et je suis embarrassé quand j'entends qu'on lutte seulement contre la corruption. Franchement, entre nous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lutte contre un phénomène pervers, c'est dans l'esprit de l'enlever. Ce n'est pas dans l'esprit de lutter seulement. Quand on lutte contre le VIH, c'est pour que les gens ne l'attrapent plus. C'est pour que le VIH sorte du rang des maladies graves comme elles sont. Quand on lutte contre le paludisme, c'est pour que les gens n'en meurent plus. Vous ne pouvez pas dire qu'on lutte seulement. Donc, on peut rester là, à lutter seulement, et va continuer à rester, on va continuer à lutter seulement. Non, vous ne pouvez pas nous faire cette démonstration. Si on lutte contre la corruption, c'est bien parce qu'on cherche à la réduire. Or, on n'y parvient pas. On n'y parvient pas. Pourquoi? Vous-même, vous êtes en train d'expliquer pourquoi on n'y parvient pas. Et quand on vous écoute, ces explications-là induisent une seule responsabilité. Vous dites, il fallait mettre des organismes de contrôle a priori. Qui met les organismes? Qui organise l'État? C'est le chef de l'État. Quand vous dites, il faut des mécanismes de contrôle, il faut des mécanismes de poursuite, il faut l'application de l'article 66 de la Constitution, tous ces il faut. Qui doit faire ça? C'est les ministres eux-mêmes. C'est bien le chef de l'État. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si on s'en va creuser ces affaires-là, on laisse l'essentiel. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui au Cameroun, ce n'est plus de faire le check-up de ce qui ne va pas. Ça ne va pas. On le sait. Et même quand Franck dit qu'il faut catégoriser, faire la grande corruption et la petite, même la petite corruption là, elle s'explique exactement par les mêmes phénomènes. Les proviseurs de lycée qui ne recrutent qu'en prenant de l'argent, les commandants de brigade ou de ci ou de ça qui dorment sur les enquêtes parce qu'ils ont pris l'argent des partis adverses, les tribunaux qui laissent disparaître les éléments essentiels, etc. Tout ça s'explique parce que les mécanismes de fonctionnement de l'État, la gouvernance de l'État a été laxiste, elle a été liberticide, elle a été telle que, évidemment, quand vous avez déjà vu comment, vous avez déjà fait un tour au greffe. C'est un peu... je vais vous raconter une anecdote. Je termine par une chose. Je sais que vous êtes impatient. Oui, non. Je raconte simplement une petite anecdote. Non, je dois répondre une femme qui est à Bafoussam, qui est restée veuve et qui a gagné le procès contre des faux mariages que son mari avait fait. Mais depuis, l'expédition du jugement ne sort pas. 12 ans durant. Elle envoie de Bafoussam qu'on vienne me voir. Pourquoi tu en parles? Parce qu'elle pense que je peux l'aider. Merci. Je prends cette affaire, je remonte chez le juge qui a jugé. Il y a 12 ans. Il est encore là. Le juge s'étonne qu'il y a 12 ans, l'expédition n'est pas sortie. Il me renvoie au greffe. J'arrive au greffe, je trouve qu'au greffe, on fouille un registre. S'il te plaît. On fouille un registre. Et pour terminer, oui, laisse d'abord, je finis. Tu vas nous expliquer comment en 30 ans, vous n'avez pas mis les mécanismes en place. Je termine en disant que dans ce greffe-là, on me dit que le dossier est perdu. Merci, Abel. Merci. Oui, non, vous comprenez? Vous n'avez pas mis ces mécanismes en place. Ça a généré des comportements. Et le dire aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est comment on en sort.
On en sort comment? Dipita nous a invités aujourd'hui pour faire un débat sur le phénomène de la corruption, entre autres sujets, mais il nous a pas demandé de faire un débat sur les dysfonctionnements de l'État. Et on est prêt à assurer ce débat quand tu veux. On le mène depuis longtemps. Je voulais te donner je voulais te donner juste quelques informations. La masse critique de la corruption dans le monde, d'après les Nations Unies, avoisine les 12 000 milliards de dollars. Tout pays confondu. C'est pas le Cameroun. Et je ne suis pas en train de minorer ce qui se passe chez nous. Nous faisons à notre échelle, nous menons une lutte contre ce phénomène qui est mondial. Bandakani a expliqué tout à l'heure, quand tu prends l'agent, l'État en tant qu'agent économique, il ne commerce pas avec lui-même, il commerce avec les autres. Et tout à l'heure, Robert a expliqué comment dans un marché en Espagne, on lui disait, mais vous ne comprenez pas ce qu'un ministre, lui, il avait fait avec nous. Bon, donc ça veut dire que c'est un contexte mondial. Et il y a eu même des résolutions au niveau des Nations Unies. Le Cameroun, à son niveau, mène cette lutte. Si tu veux faire le bilan de la gouvernance sous Paul Biya, tu le fais depuis. Allons-y quand tu veux. Merci. Mais ce n'est pas le sujet. Robert, et puis Banda et... Non, d'abord... Robert d'abord, et puis vous, et après on parle des mécanismes, et on cherche les voies de sortie. Bon, merci. Je pensais que je n'allais plus avoir la parole. Non, du tout, vous êtes là pour ça. Parce que quand il commence, il n'arrête pas. Je voulais quand même clarifier 2 ou 3 trucs avec Limbi. Je vais clarifier 2 choses parce que Limbi, je crois qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai parlé des salaires des hauts responsables, particulièrement les ministres, c'était pour dire qu'ils sont tellement bien traités qu'ils n'ont pas besoin de voler. Donc je n'ai pas dit qu'ils sont maltraités, raison pour laquelle ils volent. Ça c'est la première chose. Bon, la deuxième chose... Je ne suis pas sûr que les téléspectateurs aient compris ça comme ça. Hein? La deuxième chose, on ne va pas ouvrir un débat sur la compréhension des téléspectateurs. Alors j'ai précisé, j'ai allé un peu plus en disant que le niveau de détournement aujourd'hui, où le milliard est devenu unité de base, ce n'est plus de détournement pour manger. C'est la recherche du pouvoir. Les gens se préparent. Une accumulation. Les gens se préparent. J'ai même pris un exemple que même dans notre propre parti, s'il y a des gens qui doivent se présenter, ils doivent se préparer financièrement. Parce que c'est ça la politique. Donc, maintenant, il dit que ça fait 20 ans. Ça fait, de ce point de vue, excuse-moi, ça veut dire que la corruption menace la démocratie. Bien sûr. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi, Hervé. Parce que celui qui n'a pas de moyens, il vaut mieux qu'il reste loin. C'est clair. Donc, le fait de mettre sur pied un certain nombre de structures par le chef de l'État, qui défie la politique de la nation, et elle est mise en pratique par le gouvernement, le fait de mettre des structures à NIF, contrôle supérieur de l'État, CONAC, chambre des comptes et tout, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème. On n'a pas besoin d'aller crier dans les... Parce que limite, bon, moi je ne sais pas, il le dit comme si on n'est pas surpris. Au départ, on savait qu'il y avait la corruption. On a commencé, je crois que la première personne a été prise dans ce sur la c'était, je crois, Désiré Ngo. Oui, je sais pas si c'était en 96. En 96, 2006. Oui. Non, c'était le tout premier. Je crois que c'était en 96. Oui, absolument. Il y avait 20 ans. 20 ans. Mais... Absolument. Les choses ont continué à évoluer. Aujourd'hui, on a atteint des niveaux de sommet qui gênent tout le monde, y compris nous tous qui sommes dans le même parti, qui est le parti proche du pouvoir. Donc, moi, je pense que... Et puis, Limbi dit quelque chose là encore qui je ne comprends pas. Limbi fait le plateau chaque semaine. Et Paul Biya est devenu sa serpillère. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il n'ait pas envie de mal parler de quelqu'un par rapport à son âge. Alors que tous les jours, il parle mal du chef de l'État. Alors, si en une semaine, il revient les meilleurs sentiments, bon, c'est bien qu'il continue comme ça. On n'engueule pas les patriarches. Donc, il faut noter une chose, le chef d'État définit la politique, le gouvernement l'applique. Mais le mécanisme a priori dont on parle, ces mécanismes existent. Seulement, les gens ne veulent pas les appliquer. Vous savez, Franck, la CONAC, elle est là. Si vous dénoncez quelqu'un parce que vous avez l'impression que son train de vie n'est pas en adéquation avec ses revenus, on va prendre votre dénonciation en compte. Ok? Les enquêtes de moralité qu'on faisait partout, on ne les fait plus beaucoup. Pourtant, ça n'a pas été interdit. Vous croyez que quand un commissaire spécial dans une ville se rend compte qu'il y a une élite qui est en train de faire des choses bizarroïdes et que c'est un haut fonctionnaire qui n'a pas 500 000 de salaire, il fait ses rapports. Maintenant, est-ce que tout ça est exploité? C'est tout ça qu'il faut remettre en mouvement pour que ceux qui vivent largement au-dessus de leurs moyens, qu'on les détecte à temps et qu'on les stoppe
et qu'on les frappe dessus. Les alertes en temps réel. Les alertes en temps réel, ça va permettre de dire, on va peut-être parler de ça tout à l'heure dans les propositions de solutions. Mais moi, je pense que le combat qui est mené depuis par le président est un combat qui est difficile, mais il est exaltant pour un nombre d'États. En répondant, on a besoin de laisser un Cameroun sur pied. Je suggère que vous embrayez avec l'efficacité des moyens mis en branle de la loi, par exemple l'article 106 et les autres institutions, et même les hommes, parce que ça également c'est un aspect. Les hommes et les femmes. Les hommes avec grand H. Je veux dire que les hommes en tant qu'entité intrinsèque qui mettent en branle ce mécanisme. Donc je commencerai déjà par prolonger le débat sur les causes en m'attaquant à deux dimensions qui m'apparaissent, je ne sais pas si le mot, un thème simple, je ne sais pas si c'est superfétatoire, mais en fait c'est sans substance réelle. Le premier élément, c'est ce que j'observe, c'est on convoque la dimension internationale pour justifier l'incapacité en 60 ans à assainir la gestion de l'État. On convoque la dimension internationale alors qu'au niveau de l'international, les choses même tendent à être plus dures, plus exigeantes en matière de transparence, en matière de accountability, en matière de reddition des comptes, pour justifier le fait que chez nous, le phénomène, non seulement il persiste, il s'aggrave. Et ça, pour moi, c'est une excuse que je trouve pas à la hauteur. Et ça entraîne mon second commentaire. La médiocrité des standards qui se dégagent ici. Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous que si, pour vous, lutter contre la corruption, ce n'est pas faire reculer la corruption. Cette personne ne l'a dit. J'ai cru, je parle de M. Bandakani, j'ai cru entendre ici, voilà, si pour vous, si ce n'est pas le cas, ok. Mais si pour vous, lutter contre la corruption, ce n'est pas chercher à la faire reculer, ce n'est pas chercher à l'éradiquer, ce n'est pas chercher à la prévenir, c'est un problème. C'est d'abord un problème de formulation de l'objectif. Vous convenez avec moi qu'on n'atteint pas un objectif qu'on ne se fixe pas. Si on n'a pas pour objectif de ce que les fonds publics soient gérés de façon intègre, que chaque CFA collecté à la Bayamselam, collecté au Bensikiner, soit redistribué, soit affecté et soit géré de la meilleure manière possible, c'est un problème. Si ce n'est pas un objectif de ce gouvernement, c'est un problème. Et je pense, je suis d'accord même qu'il faut reformuler l'opération. Ça ne doit pas être seulement l'opération épervier, ça ne doit pas être seulement l'opération de lutte contre la corruption. C'est lutte pour quoi? Lutte pour quelque chose, lutte pour la transparence des comptes, lutte pour la bonne gestion. Et en ce sens, on élargit le champ de la réflexion. On ne limite pas simplement la sphère publique, on élargit au milieu d'affaires, on élargit, que ce soit nationaux ou internationaux, on élargit à la société, on élargit à l'administration qui est directement au contact des populations. Et à ce moment, on élargit les possibilités. Donc je pense que si on commence à se dire, comme j'ai écouté l'aîné, qu'on est meilleur que la Centrafrique, qui était non-État. Non, non, il est le voisin. Mais regarde nos voisins. Au moins, si là c'est un pays, c'est le Ghana quand même. J'arrive. La Centrafrique, pas la Centrafrique, le Tchad, le Ghana, le Gabon, le Congo, la RDC. Je mets les mains sur la tête. Donc c'est terrible que, avec toutes les ressources humaines que nous avons, c'est ça notre, si vous voulez, unité de mesure de comparaison. Mais c'est grave. Mais nous vivons dans un environnement. C'est extrêmement grave. N'insultons pas ceux qui nous regardent. On peut proposer mieux, on peut exiger mieux. On peut sur les mécanismes, on fait mieux que la France. On embraye avec les institutions et mécanismes avec vous, et puis Bandakani prend la parole. Non, rapidement, je pense déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, qui ont été rappelées depuis, et ça prouve encore que M. Biya est la seule personne qui ne veut pas la transparence. Quand on parle, par exemple, du contrôle en amont et en aval de la fortune des gestionnaires publics, pourquoi le décret d'application n'est pas mis en place de l'article 66? Puisque la loi, on a attendu, c'est quoi, 13 ans pour prendre une loi, et on attend encore combien d'années pour définir un décret? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce n'est pas une autre personne que le président qui peut impulser ça dans le système politique actuel. Vous allez convoquer les conceptions géospirituelles, géoéconomiques, géopolitiques, machin. Ça ne change rien. Les voleurs continuent à être là. Voilà le scandale de la CAN. On a actuellement près de 200 Camerounais, parce qu'ils ont manifesté contre cette affaire, qui sont en prison. Non, arrête. Et ceux qui sont responsables de ce scandale, de cette honte nationale, de ce record Guinness négatif pour le pays, ils sont passés, ils ont eu des promotions. Et vous voulez nous dire que ça n'a rien à voir avec la politique, parce qu'il y a des considérations géospirituelles, géoéconomiques, géomachin. Non, il faut arrêter. À un moment, l'affaire n'est pas si compliquée que ça.
comme M. Elimbi disait, ce n'est pas une affaire de... C'est pas compliqué. Tu es l'état d'esprit. Tu es correct ou pas. Tu es un voleur ou tu n'es pas un voleur. Ce sont des voleurs. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. La maman qui est pauvre dans la ruralité, Elle ne vole pas. est-ce qu'elle vole? Le petit paysan, est-ce qu'il vole? Qu'est-ce que tu en sais? je sais que sous vous, tout se vaut. En terminant en disant que je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur les éléments systémiques. Mais sur les hommes maintenant, une autre mesure simple qui montre qu'il y a dysfonctionnement. On a des services de renseignement. Pourquoi avant de nommer des gens, on ne fait pas des enquêtes de moralité? Même s'il y a un simple soupçon, on ne nomme pas quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Et moi je crois, et c'est ce que je dénonce même dans les rapports de la CONAC, dans ses premiers rapports, elle indiquait même le nom de certaines personnalités qui pouvaient faire l'objet d'enquêtes judiciaires. C'est vrai que l'indexation de ces personnalités ne signifie pas qu'ils soient inculpés, encore moins condamnés. Mais ce qu'on a vu par la suite dans les autres rapports, les noms ont disparu et certaines personnes qui avaient été indexées dans les premiers rapports connaissent aussi des promotions. Or, normalement, quand vous êtes même pas à la presse, soupçonner, des choses comme ça, dans un pays normal qui veut maintenir un haut niveau d'intégrité dans la société, vous prenez congé. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Vous prenez congé de vos responsabilités publiques. Merci. Donc, je pourrais revenir sur des mesures un peu structurelles, mais qui sont liées au leadership politique qu'on ne peut pas contourner. Après, dans les autres, en interrogeant les institutions, on va passer également proposition. Il y a longtemps que nous avons tourné le dos à l'antibiaïsme primaire et au populisme. Antibiaïsme primaire et au populisme. La médiocrité des standards, c'est justement de faire croire aux gens que les problèmes globaux ne sont pas les problèmes nationaux et vice-versa. C'est ça la médiocrité. Et c'est très facile en ce moment-là de charger le président. Ça peut plaire à ceux qui vous écoutent, mais ça ne dure pas. Ça vous rattrape. Ça ne dure pas, ça vous rattrape. Je vais démontrer pourquoi est-ce que je dis ça. Je maintiens, je ne parle pas d'une opération épervier fictive. Je ne parle pas d'une lutte contre la corruption dans ma tête ou dans mon imaginaire. Je parle de ce qui est en cours au Cameroun. Je parle de ça. Ces objectifs sont connus par tout le monde quand on regarde les textes. Et là-dedans, quand vous faites l'économie de ces textes, ça dit une chose. C'est la lutte contre la corruption. Ce n'est pas son éradication. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que je suis en fond avec ça, ou bien ça me suffit. Ça, c'est un autre débat. Je l'ai bien précisé. Mais si pour des besoins de paraître à la télévision, on veut charger les gens, mais qu'on charge. Je vais commencer au registre. Donc je dis bien que l'opération PV, nous parlons de ça. Ces objectifs sont clairs. Vous n'éradiquez pas la corruption avec les objectifs qui sont fixés à l'opération PV. C'est élémentaire. C'est quoi ces objectifs? C'est élémentaire. Non, vous n'êtes pas mon interrogateur. Non, mais c'est quoi ces objectifs pour la gouverne, ceux qui nous regardent? Je ne vous réponds pas. Non, expliquez à ceux qui nous regardent. Vous n'êtes pas journaliste. Ces objectifs, c'est de sanctionner ceux qui sont pris dans Je ne vous interromps pas. Allez-y. Je vous pose pas les questions. Donc, je parlais de ça. Ce n'est pas vrai déjà. Voilà, je parlais de ça. Vous reviendrez. Ce n'est pas vrai. Vous reviendrez. Je disais ça. Nous avons tous lu les tests qui se texte à l'opération épervier. Alors, c'est leur habitude. Mais il peut citer le texte, non? Oui, Franck, vous reviendrez, Franck. Et lui également pourra revenir après votre question. Mais... Avant d'aller se poursuivre. Voilà le niveau. Non, mais citez le texte. Bande à poursuivre. Pourquoi vous êtes si formel aujourd'hui, vous qui avez l'habitude d'être si informel? Vous voulez faire une émission? Pourquoi vous voulez faire une émission? Vous êtes en train de prendre dans vos temps de parole. Oui, prenez le mien. Pourquoi vous voulez faire une émission? Bande à la parole. Je conteste. C'est une émission de blanchiment de la Je conteste vigoureusement. Non, du tout. Je conteste vigoureusement cette personnalisation de ce fléau dans la personne du chef de l'État. Et je vais dire pourquoi. D'abord, il n'a pas la capacité de se loger dans la tête des gens et d'y inscrire un ADN de moralité. Il n'a pas la capacité. Aucun président au monde n'a cette capacité. Deuxièmement, dans d'autres pays, où on me dit que les standards sont si développés en matière d'instruments, en matière de mécanismes, où on est très élevé en matière de création des conditions de la morale publique, la corruption y est plus grave, parce qu'elle est même légale. Les paradis fiscaux, c'est quoi? C'est quoi? Si on prend seulement ce cas, c'est quoi l'optimisation fiscale? C'est quoi? Prenez l'affaire Carlos Ghosn aujourd'hui. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'était légal, ce qu'il a fait. C'était des pratiques acceptées. C'est les normes dans ces milieux. C'est les normes dans ces milieux. Pour une entreprise de cette dimension, dont les standards justement apparents en matière de management sont le plus haut niveau, pour parler comme quelqu'un ici. Mais regardez ce qui se passe. Donc,
Donc, je dis qu'à partir de là, je dis que je me base sur ça pour contester cette personnalisation excessive. Moi, c'est très facile de tout mettre sur la personne du chef de l'État. Et après, je prends les cas. Prenez les pays en Afrique où il y a eu l'alternance politique. Article 66. Prenez les pays en Afrique où il y a eu l'alternance politique, et où même l'article 66 est appliqué à un niveau même très élevé. Le niveau de corruption, il est encore plus élevé qu'avant pour ces pays-là. Prenez, c'est-à-dire que, allez, prenez ces pays-là. Ça nous a appris, nous, à comprendre que cette personnalisation excessive des responsabilités dans les situations politiques qui sont même dans des dynamiques de transition permet à ce que ceux qui veulent remplacer celui qui est là se cachent dans ce qu'on appelle la charge excessive de ce monsieur pour masquer eux-mêmes l'indigence de leurs propositions, y compris dans leur capacité à les appliquer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays où les anciens opposants entre guillemets sont arrivés au pouvoir. On voit le comportement. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit que je ne suis pas de ceux, ça me coûtera n'importe quoi, je l'assumerai. Je ne suis pas de ceux qui veulent à tout prix personnaliser, n'est-ce pas, ce fléau-là sur la personne d'un individu, futur le président de la République. Piste de sortie, solution de lutte, amélioration, Elim Bilobé d'abord peut-être. Comment on fait pour en sortir? On va rester dans la dernière demi-heure pour parler en un mot de la Gérard. Oui, il est bien de réfléchir sur comment en sortir. Je préfère cet exercice qu'à celui auquel vous nous avez contraints, à peu près 1h30 durant, où c'est aujourd'hui que tout le monde semble comprendre que ce pays est mal gouverné. On veut faire comme si c'est une faute collective. Piste de sortie, Elim Bilobé. Donc, piste de sortie, c'est changer les hommes. Il n'y a pas 36 000 pistes de sortie. La piste de sortie, c'est de changer les hommes. En commençant à quel niveau? Dans tous les pays, nous devions changer le président. Nous n'y sommes pas parvenus. On assume notre échec à cause des comportements, même de nos propres comportements, la mauvaise opposition. Maintenant que nous n'avons pas pu changer le président, il ne faut surtout pas que les gens, après l'élection présidentielle, restent dans l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est terminée. Et il n'est pas question qu'après l'élection présidentielle, les gens continuent à travailler pour chercher à enlever le président élu. Par des mécanismes plus ou moins obscurs, les insurrections, les bêtises comme ça. Il reste néanmoins des pans de pouvoir et même des institutions qui participent à la gouvernance, que sont l'Assemblée nationale, les conseils municipaux, pour lesquels il est essentiel de rattraper les choses pour que on mette en place, même pendant que le président Biya est encore vivant, les conditions d'une lutte contre la corruption dans le but de la faire reculer, pas dans le but de lutter simplement. Je ne comprends pas cette formulation. On lutte, point. Quel que soit le sens dans lequel on part, on lutte, ça augmente, on dit qu'on lutte. Non, on ne lutte pas quand ça augmente. Quand ça augmente, on est en train d'échouer. Si ça baisse, à ce moment-là, on peut dire que la lutte est en train de produire des résultats mitigés. Mais tout le monde reconnaît que ça augmente. On dit qu'on lutte. On ne lutte pas. Or, il nous faut lutter. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, au lieu de passer notre temps maintenant à refaire des émissions de radio, de télévision pour critiquer et redire la même chose avec l'aide de ceux qui nous combattaient hier, qui se sont découverts de nouveaux convertis à l'opposition. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est les élections législatives et municipales qui arrivent, qui sont aussi les formes de dévolution de pouvoir et de responsabilité publique dans des secteurs où la corruption n'est pas négligeable. Les conseils municipaux. Voilà, on vient de mettre 36 milliards. 36 milliards? Oui, voilà. 36 milliards à la disposition des conseils municipaux, à raison de 100 millions par conseil. 36 milliards par commune, oui, donc par conseil. Voilà de l'argent
qui, si nous ne faisons pas attention, va se retrouver ailleurs que dans les investissements productifs pour lesquels il a été débloqué. Résultat, organisons-nous en conséquence pour ne pas perdre les élections législatives et municipales qui arrivent. Merci. Il n'y a pas 36 000 façons de faire. Merci Abel. Nous avons fait ce qu'il fallait dans le passé, croyant que quand chacun va aux élections à son corps défendant, il va gagner. Nous n'avons pas gagné. Mettons-nous ensemble à travers des mécanismes bien connus que nous venons d'élaborer. C'est l'existence de la plateforme Capital. Alors, mettons-nous ensemble pense... pour que la lutte contre la corruption, qui n'est qu'un aspect, hein, parce que la gouvernance, c'est pas seulement la lutte contre la corruption. Merci Abel. Ok. Merci. Non, moi je pense que ce ne sont pas les incantations qui vont faire en sorte que nous menons une lutte victorieuse contre la corruption. Bandakani n'a pas du tout dit qu'il fallait simplement arrêter la tempête avec les mains. Il a dit lutter, ça veut dire faire reculer. Et moi, parmi les propositions que j'ai, je pense que sur le plan strictement culturel, il faut introduire dans les programmes ce phénomène, l'enseigner depuis la maternelle, le primaire jusqu'à l'université. Parce qu'à tous les étages, il y a des formes de corruption qui sont des petites corruptions, mais additionnées, qui font quand même des montagnes. Nous sommes devant le sensationnel quand on invoque des milliards, mais au quotidien, ce qui se passe dans la petite administration, tout ça n'est plus acceptable. Mais sur le plan global maintenant, moi je suis pour la création, entre autres, d'une haute autorité de la transparence de la vie publique, qui sera chargé d'étudier de prévenir tous les conflits d'intérêts. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, ce qui facilite les détournements, ce sont les conflits d'intérêts. Parce que les gens ne connaissent pas leurs limites, parce qu'ils sont souvent dans un environnement nuageux, et du coup, comme il n'y a pas des institutions, des mécanismes de contrôle a priori ou d'alerte, on se retrouve devant des situations inacceptables. S'il te plaît, une petite question pour que tu continues. Oui. Notre arsenal juridique, notre équipement judiciaire au temps présent, là où nous sommes, ne combat pas les conflits d'intérêts? Non, il n'a pas ce système. Je suis désolé. C'est lorsque ça devient c'est judiciaire. Je donne un exemple, Abel. Normalement, Franck a dit quelque chose de juste tout à l'heure, même si c'était excessif. Ne devrait pas occuper une fonction quelqu'un sur lequel il y a même des soupçons de conflit d'intérêts, surtout dans un secteur. On ne devrait pas avoir des gens... Nous ne sommes pas parfaits. Et tous les jours, nous essayons de nous améliorer. Le président fait une action pour maintenant et pour les générations à venir. Tu as l'impression d'arrêter l'histoire avec lui. Or, on est dans la continuité. Donc, je pense qu'il faut des institutions de prévention de conflits d'intérêts, de savoir, par exemple, que telle personne ne peut pas exercer dans telle activité, soit parce que sa famille y a des intérêts, soit parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, que quelqu'un se retrouve avec une administration de tutelle de sa principale activité, sa femme, son cousin ou son père. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il faut commencer comme ça et évoluer à chaque situation, voir qu'est-ce qui a manqué et essayer de compenser. Par exemple, en matière de défense nationale, les problèmes, par exemple, des équipements doivent relever d'une délégation générale à l'armement. Et à ce moment-là, le ministre ne va pas se trouver embarqué dans une situation où on n'est pas encore sûr de qui fait quoi. Parce que là, par exemple, on parle du TCS dans un cas. Mais attendez d'abord qu'on dise quels sont les chefs d'accusation, parce qu'on n'amène pas un militaire devant un tribunal civil comme on amènerait monsieur quiconque. Donc, pour l'instant, ça devient un peu agité et ça enlève la sérénité. Donc, il faut prévenir les conflits d'intérêts. Oui, moi je pense que ce que je veux dire est pertinent et c'est normal, il faut ce genre de truc. Et entre parenthèses, même des problèmes de crise qu'on a nord-sud-ouest par exemple, il faut des médiateurs ou des médiateurs nationaux pour gérer ce genre de choses. Pour revenir un peu aux propositions, moi je pense que pour travailler a priori, dès qu'il y a déjà des soupçons, parce que la CONAC, l'ANIF, le contrôle supérieur de l'État ou tout autre organisme vous épingle déjà parce qu'il y a des soupçons, on doit vous décharger de vos fonctions. On vous met à côté, on désigne d'autres gens, pendant que on essaie de savoir si c'est vrai ou pas. Et quand on se rend compte que vous n'y êtes pour rien et que il faut s'en être, on vous rétablit dans vos fonctions ou on vous donne de nouvelles fonctions ailleurs. Mais immédiatement, au moment où vous êtes soupçonné, qu'on vous décharge de vos fonctions, parce que quand on laisse les gens en fonction,
Pendant qu'ils sont soupçonnés, il y a des pièces qui disparaissent, il y a des bureaux qui brûlent, il y a des effaceurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut remettre en place les enquêtes de moralité. Et parce que l'expérience a démontré que Hervé à Douala, je suis à Douala, moi je suis entre Douala et Bafia, Bandakane à Douala, normalement, c'est le commissariat spécial de Douala qui doit faire une enquête moralité pour ce qui vous concerne. Ce n'est pas un commissariat à Yaoundé, par exemple, qui ne vous connaît pas. Donc, vous voyez que parfois, ceux qui font ces enquêtes, pour essayer de respecter un peu, de rester dans la norme, ne font pas là où il faut le faire, là où on vous connaît. C'est les gens qui pensent qu'ils vous connaissent à distance, qui essaient de faire. Non, il faut revenir aux enquêtes de moralité, comme ça se faisait avant les nominations, comme l'a dit Franck ici. Et donc, tous ceux qui ont un train de vie qui n'est pas en adéquation avec leurs revenus doivent être dénoncés. Parce que vous savez, quand quelqu'un gagne 500 000 francs par mois et qu'il a des enfants à Fustel ou à Dominique Savio et qu'il a un Prado pour lui, un Prado pour son épouse, ils vont en vacances tous les 3 mois, je pense qu'on n'a pas besoin qu'on vous fasse des gros chemins pour comprendre que ce monsieur, c'est un voleur. Il n'y a pas à discuter parce que l'argent qu'il va prendre, et on en a parlé un tout petit peu, il y a les hommes d'affaires. Vous savez, les hommes d'affaires, on en parle, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup qui sont dans les affaires sont des prête-noms. Bon, moi je ne veux pas aller jusque-là, mais je veux dire que, quelque part, leurs parents, en mourant, ne leur ont pas laissé les milliards. Oui. Ils sont devenus milliardaires sur l'argent des impôts, sur l'argent de la douane, sur les taxes par-ci par-là, et des hauts fonctionnaires qui les ont... Merci, Robert. Donc, je crois qu'il faut regarder tout ça et permettre que des sanctions se fassent immédiatement N+1, c'est-à-dire un employé est soupçonné, N+1, c'est-à-dire son patron, son directeur général, le met déjà à côté. En attendant qu'on voit clair. C'est pas les gens qui contrôler cela. Oui. Deux commissaires de police viennent d'être rétablis à la police nationale cette semaine. Tout à fait, j'ai suivi parce que le conseil de discipline avait pris des décisions injustes. Franck, nous sommes dans un état de droit. Tout à fait. Et ils avaient réussi à faire signer 2 décrets pour enlever ces commissaires. Pas le chef de l'État. Donc il faut que ce soit des mouvements qui respectent. A priori, il y a moyen de mettre... Des choses même existent. Il faut les réhabiliter et permettre que les gens travaillent normalement. Et je crois que ça peut nous amener à influencer de façon très sensible. Franck demandait déjà tout à l'heure d'expérimenter au moins l'article 66. Peut-être ça peut être un oui, mais alors Jean-Bray, non, c'était pour vous redonner la parole. Il a raison, je vais vous surprendre, il a raison. C'était pour vous donner la parole. Qui le dit. C'était pour donner la parole pour qu'il nous fasse la lecture de ce qu'il observe en Algérie, Franck. Hey, mais je ne fais pas de proposition. Vous pouvez terminer par là, mais qu'on embraye avec l'Algérie, il nous reste une vingtaine de Bien sûr, rapidement, je suis d'accord pour dire qu'il faut changer le leadership. Le poisson pourri par la tête, on nettoie l'escalier par le haut. C'est toujours la sagesse africaine. Ceux qui nous regardent nous écoutent simplement. Et quand je le dis, c'est pas forcément... C'est un nouveau président. Il faut respecter ceux qui vous regardent. Bien sûr. Donc quand il s'agit de parler des choses sérieuses dans la diversion. Deuxième chose, c'est, je pense que, parce que tout part de là, l'impulsion, l'exemplarité. Je vous assure, l'exemplarité, ça dépasse tous les systèmes. Ça dépasse toutes les mesures, ça dépasse toutes les mesures incitatives. À la maison, l'exemplarité des parents, c'est la base. Dans une institution, c'est la même chose pour les chefs. À la tête d'un pays, c'est la même chose. L'exemplarité du leadership. Et je pense que cette exemplarité, on peut la travailler, comme on a dit, en mettant en place des mécanismes prévus par la Constitution. Vous dites que le président n'est pas exemplaire. Oui, qu'il déclare ses biens avant la sortie d'une fonction, qu'il déclare en quoi les biens et qu'on mène l'enquête. Et surtout que la loi prévoit que ça se fasse par... de façon publique. Voilà. Donc je vais dire qu'il y a un minimum de garantie que tu as mis en place. Donc je vais rapidement pour dire aussi l'indépendance institutionnelle. Chez nous, ça doit se traduire par quoi? Je ne veux pas que, si vous voulez, la seule initiative de la poursuite reste celle du chef de l'État ou de la présidence. Je pense qu'il faut que la justice joue pleinement son rôle. Il faut qu'elle ait un peu plus d'autonomie en cette matière-là. Il faut peut-être qu'il y ait un procureur ou un parquet spécial de ce genre de questions. Et on a déjà un tribunal au niveau des régions. Mais au niveau des... Il faut des procureurs, il faut un parquet qui soit capable d'investiguer. Je pense aussi que le Parlement est très faible sur la question.
Je pense qu'on pourrait même avoir une commission, vu l'état, l'ampleur du phénomène, une commission Les avec des députés députés font les marchés publics. dédiés. Non, ça doit cesser. Ah ben, il y a des députés dans les Ça partis doit qui font cesser. les marchés. Maintenant, il y a une affaire dont on ne parle pas beaucoup. Je pense c'est l'accès à l'information. L'accès à l'information publique, l'accès à l'information sur les marchés publics, l'accès à l'information sur les politiques publiques. Ça, Donc en fait la transparence. voilà. Oui. Mais vraiment l'obligation, la propre CONA qui lutte contre la corruption. Allez sur ce site, je mets au défi ceux qui nous regardent. Le rapport de l'année dernière n'est pas sur le site. Là, j'en profite. Le site n'est pas à jour. J'en profite pour faire un clin d'œil à Gargaman. Donc c'est un problème de gouvernance générale, c'est-à-dire que la population n'a pas en mesure de suivre, de traquer au jour le jour les actions. Je parle aussi des contre-pouvoirs, c'est très important. L'Algérie, on va en parler, mais c'est notre pays d'abord. Les contre-pouvoirs. Je pense que la presse aujourd'hui est en danger. Je pense que la presse aujourd'hui, sous Chiroma, est maltraitée, dans le sens où... Chiroma n'y est plus, hein. C'était le plus récent. Celui qui vient d'arriver, il est là à peine... Tu es nostalgique. Il est là depuis le 4 janvier. Chiroma vient de faire plusieurs années là-bas. Je me rappelle qu'il y avait la maigre subvention qui existe à la presse. C'est allé aux médias internationaux comme Poufan, quand ils font des titres qui disent que, bon, Madame la Présidente a pris cette décision. Donc, je dis qu'il faut respecter la presse et pas forcément lui donnant de l'argent direct, mais peut-être des formations, du matériel de travail, le cadre et changer la loi qui garantit l'accès à l'information et la protection des sources, la protection des journalistes. Les journalistes doivent avoir un statut, on doit les respecter. Ça existe. Mais s'ils se respectent eux-mêmes. Voilà. Je pense aussi que de façon générale, j'ai indiqué tout à l'heure que toutes les institutions là sont dans la répression, sont en aval du phénomène. Il faut beaucoup plus d'amont. Donc, dans la prévention, dans les mécanismes, voilà. Et je terminerai en disant que... Tu fais même ces propositions à qui? Non, je sais... À ceux qui sont là, qui n'ont pas d'appliquer ça depuis j'ai dit qu'au peuple qu'un autre Cameroun est possible. Donc, je termine en disant... Au moins, l'histoire en prendra acte. Si moi, je suis président, une chose supplémentaire que je ferai, c'est de célébrer et récompenser à la fois les bons gestionnaires de la fortune publique et les entreprises qui sont et qui correctes de façon avec le fisc que vous avez annoncé. Non, c'est très important aussi de ne pas simplement sanctionner, mais de célébrer aussi ceux qui respectent. On prend la transition et puis on parle de l'Algérie. Les 20 dernières minutes. Si vous avez commencé par les solutions. Tu as parlé des solutions. Il a parlé pour vous dire. Non, dites un mot. Dites le dernier mot sur la question. Non, je voudrais dire qu'il faut faire attention. Le changement legislatif ne diminue pas la corruption. C'est ce que montre l'exemple dans tous les pays africains où il y a eu des alternances. J'insiste là-dessus. Vous savez pourquoi? Non, Abel. Les faits sont là. Et ça peut reculer s'il est mauvais. Non, on change des joueurs. S'il vous plaît. Terminez rapidement. Je vais vous dire pourquoi. En 20 minutes, on parle du dernier. Prenons le cas du Sénégal. On prend un peu comme le Sénégal. L'article 66 existe là-bas. Le président est impliqué dans des conflits d'intérêts pas possibles au Sénégal. Ses fils et ses femmes. Pas possible. Je crois que vous allez citer l'Afrique du Sud, mais bon. Non. Ça aussi, c'est un autre exemple. Il dit le Rwanda. Tous ces pays. Non, même au Rwanda. Le Botswana. Je dis même au Rwanda. Même au Botswana. Ah bon? Oui, nous travaillons, même au Botswana. Ah bon? Donc pour dire que... Il y a des pays qui n'ont pas de corruption. Pour dire quoi? Je peux continuer. Pour dire ceci que tout ça c'est bien. Je crois à ça. Je crois à ce que peut apporter vos mécanismes de transparence. Je crois à ça. Mais ça ne produira rien si les problèmes de fond ne sont pas soulevés, à savoir les questions de la pauvreté en capitalisme périphérique. Quand une société a une économie bloquée et que les gens sont pauvres, et qu'on met sur pied des procédures de transparence, d'articles machin et consorts, on fabrique des robots moraux, ça ne produit rien du tout. Ce qu'il a fait, c'est d'inverser le système économique. Pour que les principes moraux qu'on va appliquer soient possibles, parce que la matrice matérielle serait là. Sinon on fait de la prédication, comme on l'a dit avant. Sinon on fait du moralisme, ça ne produira rien du tout. Donc moi je dis qu'il faut engager un vrai débat sur notre système économique. Pas seulement dire que si on enlève Paul, on met Pierre, la corruption va diminuer. Transition, c'est pas ce qu'on a dit. Transition et on dit un mot sur l'Algérie. Eringando. Alors, Bana, je commence d'ailleurs par vous. Abdelaziz Bouteflika, on lui demande la rue, lui demande de démissionner, lui demande de ne pas à nouveau se porter candidat pour un 5e mandat, mais lui répond en renonçant à sa candidature, il ne démissionne pas, il dit qu'il va organiser dans un délai qu'il maîtrise seul une conférence nationale, certainement un référendum
un référendum, une nouvelle constitution et puis des élections. Qu'est-ce que ça vous inspire? La rue a gagné une bataille pour perdre la guerre. Parce que justement, la rue, c'est la rue. Le président Bouteflika a dit ce qu'il a dit, il va se retirer. Mais maintenant, ce sont les forces organisées maintenant qui peuvent conquérir le pouvoir. Et en Algérie, quelles sont ces forces organisées? Ce ne sont pas les jeunes qui étaient dans la rue. Malheureusement, ce ne sont pas les jeunes dans la rue. Ce sont justement les hiérarques de ce système, qu'ils soient du versant qu'on appelle l'opposition ou bien du pouvoir. Le système va se renouveler là immédiatement. C'est Bouteflika là, lui il est grillé. Pardon, comme tu permettez l'expression, je respecte son âge. Tout à l'heure, elle nous a rappelé à ça. Mais il est grillé. Mais le système va rapidement se pouvoir, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui va continuer le système, avec l'appui justement de cette rue, qui va croire au changement apparent pour sacrifier le vrai problème. Et c'est ça qu'ils sont en train de parler ici depuis. C'est ça le problème qu'il y a à l'Algérie. Ils sont allés dans la rue. C'est bien, on a le droit d'aller dans la rue, on a le droit de marcher. Vous faites un parallèle un peu avec... On peut en parler avec le Cameroun, mais pourquoi... Mais c'est l'enjeu, c'est l'intérêt. Oui, si on parle de l'Algérie, si on ne veut pas de Écoutez, rapprochement. Je suis en train de dire ceci, c'est que c'est ça le problème que nous avons en Afrique aujourd'hui. On a cru que l'alternance pour l'alternance, je n'ai rien contre l'alternance, je me suis battu pour ça, résolver les problèmes. Il faut reconnaître que ça nous rattrape très vite. Si on ne pense pas réellement le système, et on aborde les vrais problèmes. La jeunesse algérienne a le droit d'aller dans la rue. Et malheureusement, il faut constater une chose. La rue, si elle n'est pas prise en charge par des forces organisées, solidement organisées, elle devient conservatrice. Elle reproduit le système. Et c'est ce qui va aller là en Algérie. C'est ce qui va arriver là en Algérie. Soit l'armée reprendra le pouvoir, soit elle positionnera quelqu'un qui va mettre derrière, et les pays qui font semblant de pas de démocratie vont soutenir comme ils l'ont fait en Égypte. Abel, vous direz également que Limbi Lobé, vous direz que Bouteflika c'est du dilatoire? Non. L'Algérie a fait à son temps, au moment où il fallait faire ce qu'il faut faire, c'est ce qu'elle a fait. Ici, au Cameroun, puisque vous-même vous avez admis que c'est le parallèle avec le Cameroun qui nous intéresse, on a vu venir la candidature du président Biya. Il y a nous qui avons appelé les Camerounais à se mobiliser, ne serait-ce qu'en signant une pétition pour lui dire de prendre sa retraite. Mais vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire. Nous sommes en l'émission, laissez-le poursuivre, vous n'allez pas la parole. Vous avez passé tout ton temps à nous expliquer qu'il ne faut pas changer les gens. Il faut seulement créer les nouveaux mécanismes. Allez-y Abel, on n'a plus qu'un quart de temps pour ça. Les gens C'est une technique. ne se sont pas mobilisés pour dire attends au président, nous voulons changer de chef d'État. Entre-temps, les forces conservatrices se sont largement mobilisées pour l'amener à être de nouveaux candidats. Il a cru en ses forces. Il s'est représenté. C'est quand il gagne l'élection que des gens qui n'ont plus rien à faire s'élèvent pour vouloir contester sa victoire. Ça, c'est inacceptable. Par contre, qu'est-ce que l'Algérie est en train de faire? L'Algérie n'est pas encore aux élections. Et là, le peuple se mobilise, sachant très bien que si Bouteflika se représente, la machine qu'il a autour de lui va le maintenir au pouvoir. On préfère jouer en ce moment pour que, de toutes les façons, même s'il faut que le pouvoir se régénère par personne interposée, mais qu'au moins l'Algérie ne soit pas la risée du monde, que Bouteflika parte d'abord. Et c'est ce que l'Algérie vient d'obtenir. Qu'il quitte. Même s'il faut que de nouvelles personnes, qui sont en fait des anciennes personnes. Mais je vais rejoindre Badrakani pour dire quelque chose concernant le Cameroun. Vous savez pourquoi je préfère les élections? Parce que les élections sont le moyen maîtrisé. Le changement. Or, quand les gens veulent aller dans la rue, ce n'est pas le cas de l'Algérie. Parce que l'Algérie n'est pas en train de chasser Bouteflika du pouvoir. Elle est en train de lui demander, dans le cadre du jeu démocratique, qu'il est fatigué, qu'il ne se présente pas. Mais quand on veut au Cameroun,
chasser le président par la rue, on est en train de choisir un mécanisme qu'on ne maîtrise pas. Que le Burkina a choisi. Pour pleurer après. On a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Mais ceux qui ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir ne sont pas arrivés au pouvoir. Ils pleurent. En Égypte, les frères musulmans ont chassé Moubarak du pouvoir en mettant toute l'Égypte dans la rue. Et l'armée a pris le pouvoir. Parce que on a choisi un processus qu'on ne maîtrise pas. Merci, Abel. Donc c'est pour dire que l'Algérie est en train de faire, au moment opportun, un acte démocratique qu'il faut faire et que nous n'avons pas été capables de faire quelque temps avant. Et les gens veulent nous ramener à quelque chose d'irrationnel. On ne va pas enlever Paul Biya au pouvoir par la rue. Je suis parmi ceux qui vont s'opposer. Merci. Franck Essi. Il va rester là et c'est pas la démocratie, les élections qu'on va le faire partir. Franck Essi. Nous avons l'Assemblée nationale et les conseils municipaux pour entreprendre une partie de son éviction. Merci Elimbi. Merci Elimbi. C'est pour ça que on doit cesser de nous distraire et nous laisser préparer les élections législatives. Franck. Donc moi je voudrais saluer le peuple algérien, les jeunes, les femmes, les avocats, les médecins, les journalistes, bref toutes les corporations, les groupes organisés qui se sont déployés dans la rue, qui ont fait preuve d'une extraordinaire maîtrise, d'une extraordinaire lucidité, d'une extraordinaire clarté dans leurs revendications, qui ont veillé à ce que ces revendications ne portent nullement sur un projet partisan ou soient récupérées par des groupes politiques qui existent, qui s'opposent au régime en place, mais pour mettre sur la table un problème qui concerne l'ensemble de la nation. Ce qu'il a fait sans casse aussi, il faut le relever. Voilà, donc c'est ce que je mets dans maîtrise, lucidité. Et je pense que ce peuple-là nous démontre que même dans un régime compliqué, dans un régime de sécurocrate, comme l'Algérie, parce que vous savez, l'Algérie, c'est un pays où l'armée a un rôle essentiel, l'armée a un rôle fondamental. On dit même que c'est l'armée qui détient l'État. L'Algérie, c'est un rare pays où on dit l'armée s'est dotée d'un État et non l'État une armée. L'armée a créé l'État. Voilà, donc c'est ce qui montre, et c'est aussi un pays qui est passé par de nombreux soubresauts. Si on pense simplement aux années 90, donc ces Algériens nous ont montré que le traumatisme du passé peut être surmonté. Ils ont brisé le mur de la peur. Et surtout quand vous observez de près les manifestations, vous êtes frappé par la joie, la dimension festive que certains avaient. Et c'est un slogan qui parlait pas seulement, si vous voulez, de la non-représentation de M. Bouteflika, mais surtout du besoin d'ouvrir une nouvelle ère, de changer le système, d'avoir un système démocratique et d'avoir une meilleure répartition des richesses du pays. Parce que l'Algérie, c'est encore quel pays? C'est un pays extraordinaire où entre 1999 et aujourd'hui, il y a près de 1000 milliards de dollars qui ont été investis. Dans le développement. Mais sans produire grand-chose. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Algériens sont dans, si vous voulez, le désespoir. Donc moi, je salue ça. Et quand je parle de lucidité, c'est la lucidité avant que Bouteflika ne décide de ne pas se représenter, et même aujourd'hui, parce qu'ils restent vigilants. Ils disent, on ne veut pas qu'ils se maintiennent là ad aeternam, qu'ils nous conduisent dans un processus qui ne correspond pas à nos aspirations. Ils exigent une clarification sur les modalités de cette transition, et c'est en ça que ça nous parle. Pourquoi ça nous parle? Parce que, vous savez, au Cameroun, on a essayé de tenir les mêmes discours qu'on tient un peu en Algérie en disant, rappelez-vous un peu la répression des années 90, rappelez-nous les années 60, rappelez-vous février 2008, vous voyez ce qui se passe dans la zone anglophone, ne sortez pas. Sortir dans la rue, exprimer son désir de liberté et de changement, ce n'est pas un crime. C'est aussi une voie d'expression citoyenne et populaire éminemment démocratique. Il ne faut pas le criminaliser. Deuxièmement, lorsque la légalité est piégée, lorsque les mécanismes institutionnels ne permettent pas que l'élection soit considérée comme une voie sécurisée, le peuple a le droit aussi de s'exprimer. C'est comme si vous dites dans une entreprise que le droit de grève
n'a pas de sens parce qu'il y a des procédures pour déposer. Il nous reste une minute. Donc je termine seulement en disant que les Camerounais doivent suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Algérie et tirer les leçons parce que nous avons besoin dans ce pays de nous lever. Et le problème de ce pays, ce n'est pas tellement ceux qui continuent, cette minorité, à bloquer le pays, à bloquer l'avenir, mais c'est la masse qui veut et le changement, mais qui ne se met pas en mouvement. Merci. Enfin, bon, moi je dirais une chose, hein, c'est que cette situation d'Algérie aujourd'hui a failli se passer au début du précédent mandat, c'est-à-dire son 4e mandat, parce qu'en fait, ça avait choqué un peu le monde entier que, étant déjà un tout petit peu handicapé sur une chaise roulante, il repartait pour un nouveau mandat. C'est passé, mais cette fois-ci, bon, la population s'y est prise un peu avant. Et je crois que, comme l'ont dit les autres, l'Algérie c'est une grande armée et quand l'armée est avec vous, ça se passe bien. Quand l'armée n'est pas avec vous, ça ne se passe pas bien. Et je pense que Bouteflika, s'il voulait vraiment passer en force, il serait quand même parti aux élections quitte à les perdre. Mais je crois qu'il a compris le message qui est venu de la population. Il a estimé que la population avait peut-être raison d'avoir cette lassitude de le voir. Parce que Bouteflika, on regarde peut-être 20 ans de président, mais c'est quelqu'un qui est aux affaires depuis les années 60. Il fait 12 ans ministre des Affaires étrangères. Il est aux affaires depuis très très longtemps. Mais c'est un gars du FLN. Il est aux affaires depuis très très longtemps. Il y a aussi la lassitude à le voir. Les agents ont réagi. Enfin, lui, on parle de lassitude. Oui, ça arrive toujours. Il y en a partout. Donc, mais il a compris le message. Il a compris le message et dans le fonctionnement, tout ce que tu dis, laisse-moi parler, mais dans le fonctionnement normal, mais c'est normal la lassitude. Allez-y. Donc ça fait que... Il a quel âge, Bouteflika? Il a 82 ans. Ah d'accord. Merci Abel. Moins que l'autre. On va terminer. Non, terminé, laissez Abel. Non, ce qui est sûr, c'est pas parce qu'il est moins âgé que lui qu'il est forcément plus mieux portant. Oh oui, non, c'est vrai. Lui, il est sur une chaise roulante et l'autre est debout. Non, le nôtre a une longévité congénitale. Abel. Terminé, Robert. Non, terminé. Non, je vais lui répondre. Si tu ne sais pas, c'est une famille où les gens... Mais c'est ce que je dis, que dans leur famille, son grand frère... Terminé, maintenant vous à 90 ans par accident de circulation. Il tenait encore debout. Alors, si je peux prendre la... Non, c'était pour le terminer. C'est pour que Bouteflika a écouté la rue. Il n'a pas changé fondamentalement son plan. Même quand il voulait prendre le dernier mandat, il se disait qu'un an après, il met en place le mécanisme, il se retire. Maintenant, il a décalé les élections de presque la même période. C'est que Bouteflika disait là, il croit ça. Bouteflika n'était pas sincère, il était en train de manœuvrer. Ce n'est pas le problème. Pour le moment, il est là. Il a proposé de différentes élections. Il propose quoi? Pour essayer de mettre en place de nouvelles institutions qui vont permettre. Et je confirme, je suis d'accord. On lui dit de ne pas être candidat, que le processus électoral se déroule. Je suis d'accord avec ce que Banda Kane a dit, c'est le même système qui va continuer. Merci. Hervé, vous concluez. Moi, je suis heureux de conclure après vous, même si j'en aurais pas assez de temps. C'est que je ne suis pas du tout d'accord avec vos analyses, y compris l'analyse de mon ami Moutamba. C'est normal, on est différents. En 1917, on nous a fait croire que ce sont les ouvriers qui ont fait la révolution soviétique. Ce n'était pas tous les ouvriers. Ce qui vient de se passer, ce qui vient de se passer en Algérie, c'est une double défaite. C'est la défaite de la démocratie parce que la rue a réussi à faire ce que Bouteflika lui-même n'était pas sûr de faire, c'est-à-dire non, prolonger son mandat à durée indéterminée, parce que les élections devaient avoir lieu le 18 avril. Deuxième chose, c'est une atteinte à l'intelligence, une défaite d'intelligence, parce que pour ceux qui applaudissaient, hier, le président Bouteflika nommé un nouveau Premier ministre. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une durée qui n'a plus rien à voir avec... Moi, je pense, et je vais aller vite, si, comme disait Franck ici, les gens croient qu'ils sont majoritaires, ce sont les urnes qui doivent démontrer leur majorité. Tout à fait. Dans un pays, si on est démocrate, on va aux urnes. On ne peut pas avoir à peine 4 personnes qui ont élu un candidat à Berlin et amener 34 heures après. Ou ce ne sont pas des Camerounais qui ne peuvent pas voter, ou ce sont des voyous qui sont des abrutis ennemis de la démocratie. Pour faire la comparaison avec le Cameroun, il faut crever cet abcès. Le président Biya, Dieu nous donne le temps de vivre que chacun nous a. Toi et moi, nous étions
aux obsèques de papa Ebongo Anatole. Oui. Très bien. De 100 ans. Et c'était un homme extraordinaire. À 100 ans, il faisait encore Ndokbon, 106 Bonandio ans. à pied. À pied. À À pied. pied, 106 Donc, ans. ceux qui parlent ici, les cimetières sont pleins de bébés enterrés par leurs parents. Le président n'a jamais été sur une chaise roulante. Il n'a jamais passé 8 mois à l'hôpital. Et je pense que tout ça, c'est la paresse qui fait que ceux qui n'aiment pas la démocratie veulent utiliser n'importe quoi pour nous dire que c'est comme ça que ça va se passer. Comparaison n'est pas raison, ça ne se passera pas comme ça au Cameroun. Et je pense que les Algériens que Franck dit majoritaires, ils doivent pleurer maintenant parce qu'au lieu d'aller monter leur majorité aux élections, C'est parti pour une durée de Non, s'il c'est pas ça. S'il vous plaît. Franck dit aussi quelque chose. Oui. Il est là, Il dit aussi quelque chose dont je parle. Il est en Parce train de que répondre. Ah, on va je voulais parler, le en une dire, minute, je voulais le il nous reste dire 2 minutes, oui, en une minute. que la rue algérienne oui. s'est mobilisée. Elle est dans un schéma démocratique. Elle n'est pas dans un schéma Oui, mais elle a allongé le mandat présidentiel. Bon, peut-être que ça donne ce que nous disons. Que quand les gens entrent dans des processus qui ne sont pas contrôlables, les choses peuvent se faire Merci. à 10 km de Excusez-moi. Mais toujours est-il que la rue algérienne a pressenti quelque chose. Et c'est de ça que nous parlons. Si Bouteflika va aux élections, il sera donné gagnant. Ok. Il Merci. sera donné gagnant. c'est de la Pourtant, sorcellerie. voilà la rue qui ne veut pas de C'est la Franck, sorcellerie. Franck, allez-y. Je le réaffirme ici là, c'est parfaitement démocratique de marcher, Je n'ai pas aux d'aller dans la rue, de casser de les protester. de casser les ambassades. Je n'ai pas dit casser, ne me faites pas dire ce que Non, je n'ai mais pas dit. Tu n'as jamais Terminé. dénoncé ça. Donc je dis Terminé. c'est parfaitement démocratique et ce qui résume la démocratie à l'élection, vraiment nous emmène dans le Bandakani, Tu es vous terminez. fasciste. Donc la deuxième Fasciste, chose, non, Non, Tu es on n'a contre plus de les deuxième élections, chose. Bandakani, vous terminez. excuse-moi. je voulais Bandakani termine. C'est bon? Non, il n'y a pas que ça. Non, mais je la vais terminer en disant la que pour démocratie, l'Algérie, c'est les élections. pour l'Algérie, l'histoire n'est pas terminée. Je vous dis que ceux qui manifestent disent que ce n'est pas ça qu'ils ont demandé. Merci. Ils sont encore dans la rue. Oui, Ne me dites pas déjà que Bandakani, un mot, il est on ministre. les a floués. Il est Ne dites pas 23 ça. heures. Ça peut continuer Banda, et il peut en se un mot, retrouver en train en un d'être mot. chassé parce que. En un mot, Banda. Il y a rue et rue. Ok. Il y a rue et rue. Il y a des rues tabous, dont on ne parle pas. Il y a des rues qui mobilisent le monde entier. Les gens sont dans la La rue rue de la en France joie, depuis bientôt 4 mois. Qui en parle? Moi, je les Le soutiens. Venezuela. Merci, Qui en messieurs. Moi, je les parle? soutiens. Partout. Donc, il y a rue. Merci. Il y a rue et rue. Moi, je les soutiens. Merci Abel, Et j'ai fait au merci moins Bandakani, 10 fois la rue merci si j'ai jamais Abel, cassé. merci Franck, merci Robert, surtout pour la tenue Et du dans les années 90, quand tu faisais la rue, Bonsoir, tu jeudi, cassais pas. Oui, mais tu n'as Toi, Banda, tu ne cassais pas. jeudi, on sera avec Je suis étonné que tu dis ça. Nicolas Dikoumé, épée, l'ex-coordonnateur national des équipes Un garçon nationales. magnifique. On parlera beaucoup de football. Un garçon Il va nous expliquer magnifique. pourquoi et comment il est parti On parle de la cette plateforme Kautal, direction-là, de ce département à la FECA Foot. Kautal, c'est quelle Bonsoir langue? et à jeudi.